Merci d'être venu ce soir pour ce nouveau rendez-vous des Jeudis du CNAM. Les Jeudis du CNAM, c'est une programmation de conférences ouverte à tous les jeudis soirs d'ici l'été prochain pour explorer les grands enjeux d'aujourd'hui et de demain, venir écouter mais aussi échanger avec nos experts puisque à l'issue de chaque rencontre, nous avons un temps d'échange. Donc la présentation durera environ 1 heure et ensuite nous pourrons vous poser les questions. Cette programmation, elle se fait en 4 séries, surtout elle se fait avec des partenaires. Vous avez des conférences qui sont organisées avec le Collège de France, l'Association française pour l'avancement des sciences, la FAS, le Musée des arts et métiers et les écoles thématiques du CNAM. Alors, concernant ces écoles thématiques du CNAM, il y en a 4 qui ont été créées depuis 2023. Elles ont pour objectif principalement de rendre lisibles en fait toutes nos formations qui existent dans le champ des grandes transitions, notamment le numérique, l'intelligence artificielle. Nous avons l'énergie, les transitions écologiques et la santé. Là, ce soir, nous croisons en fait 2 prismes qui sont à la fois la santé et le numérique, l'intelligence artificielle. Donc, dans ces écoles thématiques que vous pouvez retrouver facilement sur notre site internet, vous allez pouvoir voir de nombreux parcours qui sont proposés par accès sous-thématique. Par exemple, pour l'école de la santé, on aura un accès santé au travail ou bien santé publique, handicap et accessibilité, les sciences du vivant également, la santé et le numérique. Vous avez des parcours de formation du bac+1 au doctorat, mais également en fait un choix d'unités d'enseignement qui sont à la carte. Également quelques actualités sur les conférences estampillées santé, par exemple, ou d'autres thématiques, mais aussi prochainement des éléments relatifs à notre recherche, puisque l'idée c'est de montrer combien en fait nous nourrissons nos formations de la richesse de notre propre recherche et le dialogue qui peut exister entre non seulement enseignement, recherche, mais aussi sciences et société. Pour plus précisément présenter l'école de la santé, vous verrez qu'on a 110 parcours diplômants ou certifiants et également donc 230 unités d'enseignement. Et dans cette école de la santé, vous trouverez bien sûr les formations de notre professeur Marc-Éric Bobier-Chaumont qui va intervenir ce soir. Marc-Éric Bobier-Chaumont est titulaire de la chaire de psychologie du travail au CNAM. C'est une chaire qui existe depuis des décennies en fait et qui a connu plusieurs titulaires. C'est une chaire très importante au CNAM et qui s'inscrit complètement dans les thématiques de santé au travail. Donc vos travaux, Marc-Éric, portent sur les transformations digitales du travail et les nouvelles formes d'activité, nomades, hybrides, médiatisées, dématérialisées, avec une approche en clinique de l'usage. Et notamment, vous vous intéressez aux conditions d'usage et d'acceptation situées au plus près du réel de l'activité, des technologies émergentes, IA, systèmes pervasifs, réalité immersive, robots et autres, sur l'activité et sur la santé au travail. Vous êtes responsable national du diplôme de psychologue du travail et vous présidez l'Association internationale de psychologie du travail de langue française. Vous êtes l'auteur de au moins 15 ouvrages et également de près de 350 articles scientifiques. Eh bien, nous allons vous laisser nous présenter le sujet des technologies soutenables au service d'une activité de qualité, levier pour la santé du travail et des salariés. Je vous remercie beaucoup et vous laisse la parole. Merci Laurence, bonjour à tous et à toutes, merci, ravi d'être présent. Alors, je ne sais pas s'il y avait à l'entrée une foule qui vous a attendu, vous n'avez pas vu? Il y avait une star de la Quai, c'était pour vous, voilà, on l'avait fait venir. Merci, donc c'était pour faire venir le monde. En tout cas, je suis ravi que vous soyez là, présent, parce que c'est pas évident de venir le soir après une journée de travail ou de se déplacer à Paris pour écouter donc cette conférence qui va porter donc effectivement, comme le disait Laurence, sur les technologies soutenables au service d'une activité de qualité. Et peut-être avant de commencer, ce que tu disais, ça fait depuis un certain temps que cette chaire elle existe depuis 50 ans et on va fêter le 27 et le 28 mars prochain les 50 ans de cette chaire de psychologie du travail qui a vécu et qui a connu de grandes figures. Gauguelin avant moi, Dejour que vous connaissez peut-être, Yves Clos et moi-même maintenant, et donc on s'inscrit dans une tradition de santé au travail, d'être au chevet du travail, au plus près de la réalité du travail. Et moi, je le fais au travers justement des enjeux contemporains du travail liés aux transformations du travail et des technologies émergentes qui vont transformer, reconfigurer le travail. Vous savez, on en parle beaucoup, on en parle depuis longtemps d'ailleurs, mais là, ça prend une part très importante. Alors, peut-être vous dire aussi pourquoi un psychologue du travail s'intéresse à ça. Alors, quand on parle de psychologie, on pense
plutôt à la pathologie, à la santé mentale, aux difficultés. Et déjà, il y a un lien entre la psychologie du travail et la santé au travail, parce que la deuxième cause d'arrêt maladie en France, c'est la santé mentale. Il faut savoir que la première, c'est les maladies ordinaires, la seconde, c'est la santé mentale. Et on peut se demander d'ailleurs si la première maladie ordinaire n'est pas une expression symptomatique de justement cette souffrance mentale. Donc on voit effectivement qu'il y a des désordres importants dans le travail qui affectent, qui dégradent et qui rend impossible finalement l'engagement de la personne au travail, ou qui rend difficile finalement son épanouissement et son développement. Et il en retire quelque chose qui affecte son bien-être, ses conditions de réalisation de soi, et qui affecte aussi sa santé mentale. Et moi, je l'aborde au travers de quelque chose qui est important, qui sont les conditions de réalisation du travail. Parce qu'effectivement, pouvoir s'exprimer, pouvoir réaliser, pouvoir faire un travail et s'y reconnaître, s'identifier, ça passe aussi par les conditions qu'on met à disposition. Soit elles me soutiennent dans ce que je veux faire, soit elles s'opposent à ce que je veux faire, soit elles empêchent de ce que je veux faire, et surtout, elles m'empêchent de faire le travail comme je souhaiterais le faire. Et le travail, c'est toujours une projection de soi. C'est sa subjectivité au travail. C'est la façon dont j'imagine, dont je considère, dont j'envisage, dont je souhaiterais faire un travail qui me ressemble, dans lequel je me reconnais et par lequel je suis reconnu. C'est important. Et si j'y arrive pas, eh bien, je retire de ce travail. Alors c'est l'autre forme de la subjectivité, c'est cette expression, mais je retire aussi de ce travail des formes de valorisation, de reconnaissance, d'estime de soi. Et quand je ne peux pas le faire, ça ne marche pas. Et l'idée, c'est que dans ces conditions de réalisation du travail, qui peuvent me permettre ou m'empêcher de me réaliser au travers de ce travail, vous voyez qu'il y a des éléments qui jouent de plus en plus dans cette manière de faire ce travail, que sont les technologies, qui sont le médiateur de toute activité. On le voit, il y a des ordinateurs. Vous allez, j'espère, bientôt ne pas aller sur vos téléphones portables parce que je vous ennuierai pour aller regarder vos messages, mais on passe par tout le temps, des outils technologiques qui médiatisent notre activité, qui transforment notre activité, qui nous permettent ou qui ne nous permettent pas, qui favorisent ou qui empêchent un développement de la pensée, une expression de soi, qui empêche aussi de voir autrement ou qui nous impose d'être sous une forme d'organisation. Et plus encore, des formes insidieuses de technologie qui s'immiscent avec notre consentement ou malgré nous dans nos réflexions, dans notre même identité ou dans notre façon de nous concevoir comme humains. Je voyais aussi, il y a tout un ensemble d'articles sur les barrations, sur la sexualité avec l'IA. Voilà. Les technologies qui, de plus en plus, s'hybrident à nous, ce qu'on appelle les technologies un peu hybrides ou symbiotiques. C'est-à-dire qu'il y a une articulation, vous voyez, entre l'individu et la technologie. On n'arrive plus trop à savoir quelle est l'origine de l'activité, de la compétence, de ce savoir. Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est l'outil? Est-ce que c'est les deux? Donc c'est aussi difficile à se positionner. Et là, ça pose des questions, c'est-à-dire quelle est la part de la place, du rôle, de la fonction de l'individu, mais aussi de la place, du rôle, de la fonction de ces technologies dans l'activité que fait l'individu. Et nous, on s'interroge à ça. Donc je le disais tout à l'heure, pour en revenir, il ne faut pas que je traîne trop longtemps parce que je parle beaucoup, vous voyez. Si la psychologie s'intéresse à l'individu et à soigner l'individu, la psychologie du travail, comme le disait mon prédécesseur Yves Clos, elle soigne le travail. On ne soigne pas les individus, nous on soigne le travail pour éviter de soigner les individus. Ou au contraire, on soigne le travail pour justement soigner les individus. Parce que si vous faites un bon travail, si vous avez l'impression de pouvoir vous développer par le travail, d'être fier de ce que vous faites, d'être reconnu et d'être valorisé par votre travail, alors effectivement vous éprouverez du bien-être, une reconnaissance, une estime de soi, et puis des liens sociaux. Et le travail peut être effectivement quelque chose qui dégrade la santé, mais qui est aussi un facteur, un opérateur de santé au travail. Et nous, on construit le travail, on construit, l'idée des technologies soutenables, c'est construire des technologies qui apportent ce soutien, qui sont des partenaires de l'individu au travail et qui permettent effectivement de pouvoir mieux vivre, mieux faire, mieux se rayonner dans son travail. Voilà. Ça, c'est vraiment l'ambition de ce qu'on essaye de faire, et ça fait depuis maintenant une trentaine d'années qu'on travaille là-dessus, sur ce qu'on appelait auparavant les changements technologiques. Maintenant, on appelle ça les transformations digitales. On s'intéresse aussi aux nouvelles formes de travail qui sont associées à ces transformations digitales, parce qu'il n'y a pas que les transformations digitales qui arrivent, vous avez des nouvelles formes d'activité qui ont accompagné ou qui ont précipité l'arrivée de ces outils. On le connaît tous, c'est le télétravail, ce qu'on appelle les formes hybrides de travail nomade, travail mobile, travail multilocalisé, en coworking, ou le flex office. Donc ce sont des nouvelles formes de travail, des nouveaux modes de travail qui, pareil, reconfigurent le rapport qu'on a au travail,
aux autres et à soi. On parle d'isolement dans le travail, on parle de solitude, on parle aussi de difficultés, d'un sentiment d'appartenance à l'organisation. Et donc tout ça, on essaye aussi de redéfinir un peu comment ce travail se modifie, mais comment aussi les rapports au travail évoluent et redéfinir peut-être un cadre. Voilà un petit peu pour positionner un peu le rapport que j'ai, moi, dans cette approche sur ces technologies. Et pour terminer, on est beaucoup sollicité par des entreprises, par des laboratoires, par des startups, pour les accompagner justement à concevoir ces technologies du futur. Alors, que ce soit dans le domaine des entreprises, par exemple, on travaille dans le domaine militaire avec Thales, ou dans le domaine du nucléaire avec EDF, ou dans le domaine de la justice, pour essayer de concevoir des outils qui s'intègrent à l'activité, qui soutiennent cette activité, pour que ça soit favorable et efficient pour le travail des salariés. Mais aussi dans le domaine plutôt ce qu'on appelle socio-domestique, c'est-à-dire au domicile, où les technologies vont aussi apparaître, se déployer pour maintenir les personnes en situation de handicap ou les personnes fragilisées. Je pense notamment aux personnes très âgées, et je vous montrerai des exemples où on développe par exemple des systèmes d'intelligence artificielle pour la détection de chutes de personnes âgées, pour les maintenir au domicile et éviter de les placer dans des institutions dont on sait que ça peut accentuer aussi la vieillesse et la dépendance. De même que dans des EHPAD, on développe des robots compagnons, vous allez voir, qui aussi transforment considérablement le travail de ceux qui sont chargés d'accompagner ces personnes en situation de fragilité et de vulnérabilité. Voilà, donc c'est un peu tout ça, vous voyez, on est vraiment sur différents domaines et on est très très sollicité parce que autant ces concepteurs, ces informaticiens connaissent, maîtrisent la technique, autant ils ne connaissent pas ceux qui sont les destinataires et les usagers, nous. Et ils s'en fichent royalement. On est une variable d'ajustement, on est vu comme finalement les empêcheurs de penser en rond, mais c'est quand même nous les derniers utilisateurs. Et c'est nous qui décidons là, justement de les utiliser bien ou mal, mais surtout qui vont pouvoir assurer finalement un usage effectif. Ou alors, on va devoir se battre contre ces outils. Et ça, rien de pire. Alors je viens justement, on parle de soutenabilité des technologies. Peut-être je vais commencer mon exposé pour définir déjà ce que c'est pour moi la soutenabilité. Je vais passer 8 minutes à peu près pour passer. Et après, je vous donnerai plein d'exemples sur c'est quoi des technologies soutenables ou insoutenables au travers justement de recherches qu'on mène ou d'expériences ou d'interventions qu'on fait au niveau de l'entreprise. On est toujours dans des organisations, je le disais, au plus près, on est au chevet du travail. Donc on va au travail, on interroge les personnes, on observe les gens, on accompagne les gens, on essaie de déployer les outils. On est vraiment avec eux. On est dans une forme de médiation entre les salariés, les professionnels finalement, et les concepteurs et l'organisation pour essayer de concevoir ensemble des outils de demain et des outils qui soient à la fois soutenables, acceptables et aussi durables, c'est-à-dire qui s'inscrivent dans un temps d'usage long. Alors, j'en reviens à mon idée, comment définir cette soutenabilité des technologies ? On pourrait dire qu'effectivement, une technologie soutenable, ce serait d'abord une technologie qui n'est pas insoutenable, hein, c'est-à-dire qui n'abîme pas, qui n'endommage pas, qui ne dégrade pas l'individu, ni physiquement, ni socialement, ni psychiquement. Autrement dit, les tâches demandées, les conditions de réalisation du travail engendrées par le déploiement de ces outils innovants, et aussi par ces nouvelles formes de travail qui accompagnent, je le disais, ces outils, ne génèrent pas d'astreinte, n'exigent pas d'astreinte physique ou de contraintes cognitives, ou ne suscitent pas de dégradation dans la santé physique des personnes qui vont les utiliser. Pour rappel, ce n'est pas l'individu qui est intrinsèquement fragile ou faible, ce sont les conditions de réalisation de son travail qui vont le fragiliser. Et donc, effectivement, ce sont ces outils qu'on met à sa disposition qui vont, encore une fois, ne pas lui permettre de bien faire ce travail. C'est l'impossibilité de faire un travail de qualité dans lequel on se reconnaît, on s'identifie, on se projette, et pour lequel on est reconnu, et valorisé, et félicité par ses pairs, par ses élèves, par son manager, qui vont l'affecter et qui vont l'atteindre. En ressortant de cette salle, par exemple, si je vois encore une fois que vous êtes sur vos téléphones portables ou si vous partez comme ça au cours, c'est sûr que je n'aurai pas cette reconnaissance et je serai affecté. Et donc, il y a vraiment un engagement de moi dans cette activité et je retirerai, comme je disais tout à l'heure, quelque chose d'assez négatif. Au niveau de travail, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est à force de faire un mauvais travail avec ces outils qu'on se sent mauvais soi-même. C'est à force aussi de faire un travail inutile et raté, pour soi ou pour les autres, dont on a honte,
que l'on peut se sentir inutile et qu'on peut peut-être se considérer comme un raté. Vous voyez comment ça affecte aussi un peu notre estime de soi par rapport au travail. C'est parce que aussi on entend les autres, les collègues avec lesquels on travaille, son chef, les usagers, nous reprocher notre manque de rigueur, de sérieux, de réactivité, ou encore de subir quasiment des violences externes de la part de ces usagers qui nous reprochent notre manque de sérieux, de réactivité, parce qu'on n'a pas les outils qui sont appropriés. Combien de fois vous avez pesté contre des personnes de centre d'appel qui ne donnent pas la bonne réponse? Ou que vous-même, parce qu'ils ont un outil, un logiciel qui leur impose de travailler d'une certaine façon, qui ne prennent pas en compte votre demande spécifique. Ou alors vous-même, qui êtes à la caisse d'un supermarché, une caisse automatique, et que vous n'arrivez pas, et vous avez le regard méprisant et les soupirs des personnes à la queue. Et vous subissez toute cette pression. C'est une violence externe, parce que l'outil n'est pas adapté. Vous ne comprenez pas, et vous subissez. Voilà. C'est ça, on sent un peu cette atteinte, cette fragilité. C'est aussi lorsqu'on s'épuise à vouloir tenir ses engagements dans le travail, à faire en sorte que le travail soit fait, en dépit d'outils inadaptés, mal fichus, qui n'ont pas du tout été pensés par rapport à nos conditions de travail, nos habitudes de travail, aux contraintes qu'on exerce. C'est pas pareil de travailler à Paris, dans un centre d'activité où il y a plein de compétences, plein de bonnes personnes, et puis dans un site paumé en région où il y a des gens qui sont souvent absents, où on n'a pas le même niveau aussi de clientèle. Les outils ne sont pas du tout adaptés. Et pourtant, c'est le même outil pour tout le monde. Hein. Donc ça ne tient pas compte des contraintes singulières de notre activité. On doit donc se débrouiller pour que ça fonctionne malgré tout et malgré nous, en puisant dans nos propres ressources, par manque justement de ressources techniques, et parfois même en transgressant la règle. C'est-à-dire qu'on doit faire le travail et ne pas suivre la procédure qui est intégrée dans l'outil parce que ça ne fonctionne pas. Mais vous avez une épée de Damoclès. Donc là, c'est une charge mentale. C'est-à-dire que je fais le travail, mais je sais que ce n'est pas le travail à faire, ce n'est pas la procédure à suivre. Et je le fais quand même, parce que l'outil ne me permet pas. Et quand ça marche mal, vous êtes sanctionné, parce que vous n'avez pas suivi la procédure qui était bien décrite dans l'outil. Je ne pouvais pas travailler quand même. C'est aussi ce qu'on appelle les conflits éthiques et de critères de qualité. J'y reviendrai dans un exemple. Quand on doit se battre contre des outils qui s'opposent à notre propre façon de bien faire le travail, à nos valeurs. On sait que c'est bien pour le client, c'est bien pour l'usager. Or, l'outil nous dit de faire autrement. Et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Ça nous déconsidère et ça dégrade l'estime qu'on a de nous-mêmes, du travail qu'on fait. Et ça en génère une perte de sens. À quoi bon? C'est également, et on voit avec l'intelligence artificielle, voir l'organisation faire davantage confiance à ces outils qu'à un individu. Parce que les outils, ils font ce qu'on leur demande de faire. Ils appliquent la procédure. D'autant plus dans un travail qui s'invisibilise, où le salarié n'est plus dans l'entreprise. Je parlais du travail nomade, du hybride, où le salarié est autre part. Et donc, il faut qu'on le contrôle, qu'on le flique, et qu'il exerce, il applique bien les procédures. Donc, ces outils vont permettre de suivre, permettre de tracer l'activité, permettre de contrôler qu'il fait bien. Et ça, c'est la défiance. La défiance. On ne se sent plus appartenir à cette organisation. Et puis, enfin, c'est aussi dans la gestion des individus, c'est les ajustements constants auxquels on est confronté, justement par l'arrivée de ces outils constants. Il faut être à la page, il faut être au niveau, il faut constamment s'adapter, s'ajuster à une fréquence, à une diversité, à une brutalité de changements technologiques qui finalement mettent les gens dans une forme d'incompétence, d'impéritie, de disqualification. Et on voit d'ailleurs un glissement sémantique s'opérer. Avant, on parlait d'agilité organisationnelle. Après, on a parlé de méthode agile, et maintenant, on parle d'individu agile. C'est à nous de faire ces adaptations. Et d'ailleurs, vous avez dans tous les profils d'offres d'emploi, l'agilité, c'est la compétence cardinale. C'est à nous de faire. Mais on ne peut pas être tout le temps, être dans l'adaptation constante de nouveaux outils qui réclament aussi d'autres façons de faire, mais de faire un autre métier. Changer d'outil, c'est faire d'autres pratiques professionnelles. Et on ne peut pas tenir. Et donc après, vous vous épuisez. Et puis, c'est ce qu'on appelle le technostress, parce que vous n'avez pas l'impression, effectivement, de pouvoir être toujours au niveau des exigences de ces métiers. C'est de l'anxiété numérique que ça génère. Parce que ce n'est pas pensé, c'est imposé, vous n'êtes pas associé, et vous devez faire comme ça. En définitive, cette insoutenabilité des technologies, c'est quand l'inadaptation, l'inadéquation, l'insignifiance de ces outils renvoie à ma propre inadaptation, inappropriation ou insignifiance dans mon travail ou du travail par rapport à ce que je fais. J'arrive pas, je ne peux plus, je suis à bout. Et c'est aussi se forcer
pour essayer de faire tant bien que mal son travail, et souvent se faisant mal. Voilà. Alors, on a parlé de l'insoutenabilité. Qu'est-ce que serait la soutenabilité? Eh bien, c'est quand cette technologie elle devient un vrai partenaire dans le travail. Parce que nous, on essaye de développer justement des technologies. Alors parfois, ce n'est pas non plus nécessaire. Hein. Il y a l'idée aussi que, et nous on se bat contre ça, que l'organisation voit les dispositifs techniques comme ce que j'appelle un absolutisme technologique. À un problème, il y a une solution technique. D'ailleurs, on ne parle plus de dispositif technique, on parle de solution technique. Je vais bien dire ce que ça veut dire. Et ça enlève justement tout intérêt pour le salarié, pour son activité, pour ce qu'il fait, pour ce qu'il voudrait faire, pour comment il voudrait travailler, parce que la solution véhicule un imaginaire social qui par exemple, on le voit bien avec l'IA, qui est là pour améliorer, pour performer le monde et l'activité. Donc c'est inutile de s'approcher des salariés. On l'impose, on la déploie, il ne peut que l'accepter. Ce que je dis, moi, il y aurait une sorte de fascination anesthésiante où l'individu ne peut pas s'opposer à quelque chose qui est bon pour lui, par définition. Donc ce n'est pas la peine de s'intéresser à ce qu'il voudrait. C'est un peu plus compliqué que ça. On y reviendra aussi dans des exemples. Ce qu'on appelle des technologies performatives, c'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'imposer une façon de voir le monde, mais qui est toujours du point de vue de l'organisation, grâce à l'outil. Donc on peut voir des technologies qui sont plutôt négatives, insoutenables, mais nous, on essaie de développer des technologies qui sont plutôt soutenables et qui déploient et qui développent l'activité, qui sont au service du salarié, qui donnent des ressources, des moyens, qui apportent un soutien effectif et efficace pour permettre à l'individu de bien faire son travail. On est sur la qualité du travail, mais aussi de mieux faire son travail, et on est sur l'efficience au travail. Il y a l'idée aussi que ces technologies, elles donnent la possibilité de se développer par de nouvelles possibilités d'innovation, de création, par un pouvoir d'agir aussi, de rayonnement, où j'ai d'autres capacités de faire. Je prends l'exemple des extensions robotisées de la chirurgie assistée par ordinateur. Vous avez des bras robotisés. Vous voyez par exemple que moi j'ai une limite à 180 degrés quand je fais ma main. Donc je ne peux pas faire des opérations qui sont limitées par cette rotation de mon poignet. Si je passe par une extension robotisée d'un bras de robot, que les chirurgiens utilisent, j'ai 520 degrés de rotation. Et grâce à ce pouvoir d'agir, ce rayonnement supplémentaire, je peux inventer de nouvelles opérations. Donc je développe de nouvelles activités, de nouvelles pratiques qui sont bonnes pour le métier, mais qui sont bonnes pour le patient. Et là, c'est une capacité d'action que j'ai en plus grâce à ces outils. Donc là, c'est ce qu'on appelle des technologies capacitantes ou habilitantes qui apportent de nouvelles possibilités de faire, de penser, de concevoir son métier. Et là, je me développe. Hein, le travail, c'est pas ronronner, c'est renouveler ses pratiques, se développer, c'est évoluer. Et ça, c'est un déterminant à la fois de santé du travail et aussi de travail vivant. On se sent vivant dans ce travail, parce qu'on développe, on innove, on peut faire autrement. Et l'outil peut être un soutien là-dedans. Ne nous compresse pas dans quelque chose. Et ça, c'est plutôt favorable. Et pour terminer, je dirais qu'une technologie soutenable, c'est quoi pour moi? Et ce que je vais essayer de vous démontrer par des contre-exemples, justement, par tout ce qui n'est pas soutenable dans ce qu'on voit, c'est quand on peut prendre soin du travail et soin des autres. C'est-à-dire que je peux faire un travail vraiment de qualité, qui est beau, qui est bien fait, qui est utile, qui est nécessaire, dans lequel je me retrouve, et prendre soin des autres, c'est-à-dire que j'ai un collectif soutenant, un collectif protecteur qui ne va pas dégrader. Vous allez voir que l'IA peut dégrader les collectifs de travail. Et puis, où je fais autorité dans mon travail. Ça, c'est important. C'est-à-dire que je suis à la fois auteur, acteur et faiseur de mon travail. Auteur, c'est-à-dire que je suis à l'origine des choses qui se passent. C'est moi qui détermine. Je ne suis pas simplement un exécutant. Acteur, je suis comptable de ce qui se passe. C'est-à-dire que je suis à la fois, je me sens investi, voilà, investi aux deux sens du terme, dans le travail. Je suis impliqué, engagé subjectivement dans ce travail, je le disais tout à l'heure. Et je ne suis pas simplement un observateur ou un spectateur. Et puis un faiseur, c'est-à-dire que j'ai un pouvoir d'agir, je suis agent des transformations, j'ai une capacité de transformer le travail, de faire évoluer le travail à certains moments comme je le souhaite. Et je ne suis pas simplement un passeur ou un transmetteur de quelque chose. Et là, effectivement, c'est des technologies qui, pour moi, sont soutenables si elles confirment ces différents niveaux. Maintenant, on va voir très concrètement comment ces technologies peuvent justement empêcher ce rayonnement, cette expression de soi dans le travail, casser cette activité, ce soin de l'activité ou ce rapport aux autres. Et je vais vous donner des exemples dans la demi-heure qui me reste.
Je vais essayer d'aller assez vite parce que je pense que je suis face à un public très attentif et qui connaît bien ces sujets. Et je vais simplement essayer de mettre des mots sur ce que vous vivez peut-être professionnellement tous les jours. D'abord, effectivement, quand ces technologies intensifient le travail, c'est-à-dire qu'on va se forcer, comme je le disais, malgré nous peut-être, à vouloir tenir des engagements, à faire un travail pour arriver à obtenir le résultat souhaité ou à avoir un niveau de qualité de travail souhaité. Et par exemple, c'est ce qu'on appelle la dispersion au travail, une activité fragmentée. Ça, c'est lié à une étude qu'on avait faite avec l'APEC, l'Agence pour l'emploi des cadres. On a regardé la transformation du métier des cadres avec justement les technologies et on avait étudié le travail d'une directrice de communication. Et ce qui est intéressant, c'est une étude qui peut-être date un peu, mais tout ce qu'on voit là, ça réapparaît dans le travail à distance. C'est-à-dire que ce n'est pas réservé qu'aux salariés, managers ou cadres de haut niveau, c'est tous les employés, tous les salariés qui nous disent finalement, dans ce travail à distance, je suis confronté à une dispersion de mon travail où finalement ce qu'on appelait des cadres décadrés ou des cadres libre-service. Ça veut dire quoi? C'est des cadres qui n'arrivent plus à maîtriser l'organisation du travail, leur temps de travail, mais finalement le rythme de travail, il est scandé, il est rythmé par les technologies qui interpellent, qui sollicitent, qui interrompent le travail pour les projeter vers d'autres tâches non définies. Alors ça veut dire quoi? Alors c'est ce qu'on appelle un chronogramme d'activité qu'utilisent les ergonomes, mais ça représente bien un peu cette idée-là. Ici, vous avez 9 tâches principales qu'une directrice de la communication fait. Et vous avez les petits carrés, c'est des micro-tâches. Et ces micro-tâches, c'est le temps qu'elle consacre à chacune de ces grandes activités. Mais ce n'est pas elle qui définit d'aller d'une activité à une autre, c'est les interruptions numériques, c'est-à-dire vous avez 54 séquences d'activités en 4 heures qui sont faites de manière successive ou simultanée par des outils numériques qui vont l'interpeller. C'est la messagerie, c'est WhatsApp, c'est Teams, c'est les réseaux sociaux, c'est le téléphone, c'est un ensemble d'outils qui va venir un peu la solliciter, c'est la messagerie, pour pouvoir arrêter sa tâche et basculer vers une autre tâche pour faire son activité. Et ainsi de suite. Vous avez donc à peu près des moyennes de 4 minutes 30 pour chacune des tâches, et vous avez presque un pic à 1 minute 30. Donc 1 minute 30 qu'on accorde, et puis paf, il y a une nouvelle interruption, et on va basculer vers une autre tâche pour pouvoir s'interrompre. Donc vous arrêtez votre travail, vous basculez, vous rentrez dans une nouvelle activité, vous devez dire, tiens, qu'est-ce que je fais, où j'en suis? Il faut aussi ouvrir des logiciels, parce que c'est un message qui arrive et on ouvre différents logiciels, vous voyez un peu ce que vous vivez tout le temps, et vous revenez à votre activité précédente, et là vous refaites aussi un effort cognitif pour dire où j'en suis. Donc vous voyez, il y a à la fois une charge cognitive importante qui va vous fragiliser, et puis aussi ce qu'on appelle une charge psychique, parce qu'il y a une perte de sens. C'est-à-dire qu'à force de faire beaucoup de choses un petit peu, mais rien jusqu'au bout, vous avez l'impression finalement de ne rien faire de votre journée, de n'avoir rien réalisé. Et ce que dit un petit peu cette personne, tu te sens un peu perdu par rapport aux multiples projets auxquels tu appartiens, j'ai une certaine difficulté à redonner du sens. L'impression de ne pas réaliser le travail d'accomplir. On est dans des tâches suspendues, on est dans des tâches inachevées, contrariées, on est dans une activité empêchée, qu'on ne peut pas faire ce qu'on souhaiterait faire. Et d'autant plus, vous pouvez passer aussi des tâches de très haut niveau à des tâches de bas niveau. C'est-à-dire que vous êtes, comme moi, je peux être sur des tâches où je gère des budgets de recherche à 300, 400, 500 000 euros, on réfléchit sur une problématique scientifique, et paf, vous avez un email du gestionnaire qui vous demande d'envoyer le justificatif de remboursement d'un ticket de parking d'1,50 €, sinon vous ne serez pas... Donc voilà, tout est au même niveau, et tout est dilué, et du coup vous dites, mais à quoi je sers quoi, là-dedans? À quoi bon quoi? Et puis pareil, émotionnellement, je dis la subjectivité, vous êtes on peut être sur aussi une tâche un peu simultanée, c'est-à-dire que vous êtes dans une réunion, et puis vous regardez en même temps vos messages qui arrivent, ou sur WhatsApp ou de la messagerie, et bien sûr, il y a des messages qui peuvent être un peu rudes, qui vous critiquent, par votre chef ou des collègues, tiens, tu n'as pas fait ton boulot, et malgré tout, vous devez montrer une face favorable, alors que ça vous a affecté intérieurement, avec toutes ces interruptions. Et donc, c'est aussi une exigence, ce qu'on appelle la proscription subjective, c'est-à-dire tenir malgré tout, alors que montrer une face heureuse et sympathique, alors que ça nous a brassé intérieurement par le message qu'on a reçu. Voilà. Donc, vous voyez toutes les charges cognitives. Puis réorganiser son travail, parce que bien sûr, ça va vous prendre un certain temps. Et j'avais prévu de finir mon travail, donc il faut que je réorganise différemment mon travail, donc le planifier différemment, voire le ramener chez moi, et là, s'exposer à la critique de mes enfants, de ma femme ou de mon mari, qui dit, mais tu ramènes du boulot à la maison, mais je n'ai pas pu faire parce que j'ai une interruption, je devais répondre rapidement. Donc, voilà. Donc tout ça fait que c'est des coûts supplémentaires qu'il faut que vous gériez.
Et on le voit à la maison, les gens disent, mais on n'est que dans ça, quoi. On gère ces multiples accès parce qu'il faut être en lien, en contact avec tous les gens avec qui on n'est plus au bureau, quoi. Et simplement, on a fait un focus, vous voyez, de 11 minutes. 11 minutes, et en 11 minutes, il passe. Alors, vous passez pas seulement d'une tâche à une autre, vous passez d'un système d'activité à une autre, où vous endossez aussi des rôles sociaux différents. C'est-à-dire que dans une activité, vous recevez un message, vous pouvez être simplement, elle était responsable d'un projet. C'est responsable d'un projet golf, où elle va inviter des entreprises pour jouer et puis faire du business. Et puis, paf, une interruption arrive, et là, on devient expert. Donc, on change de rôle, donc de statut, de position, de langage. Et donc, c'est aussi une compétence, qu'on appelle une compétence de dispersion. Et paf, une nouvelle interruption arrive, et là, on est interface clientèle, prestataire de service. Et hop, on est manager parce qu'il faut gérer l'équipe. Donc, vous voyez, c'est pas facile aussi. Il y a cette agilité, cette flexibilité qui est nécessaire pour pouvoir intervenir, agir et gérer toutes ces dispersions-là. Plus des mobilisations sur des outils différents, des compétences différentes aussi conversationnelles, interactionnelles. Donc, c'est un coût énorme. Donc, c'est l'intensification du travail. Deuxième exemple, c'est comment des technologies aussi, donc là c'est les technologies classiques que vous connaissez, mais là on va aller sur des technologies un peu plus émergentes, c'est les exosquelettes. Alors les exosquelettes c'est quoi? Ce sont des outils qui finalement permettent aux salariés de tenir entre guillemets dans leur travail parce qu'ils commencent à exprimer certaines faiblesses ou exigences au niveau physique, c'est des astreintes physiques, ce qu'on appelle les TMS, vous savez, les troubles musculo-squelettiques liés aux nerfs, aux tendons, aux muscles, ou qui sont sursollicités et qui créent effectivement une douleur ou de la fragilité. Et donc, on va essayer soit de réduire ces douleurs, ou ça, on est plutôt dans l'intervention, on pourrait dire tertiaire, ou alors primaire ou primaire, c'est-à-dire qu'on va prévenir. On va essayer d'anticiper la survenue de ces fragilités par l'usage de ces dispositifs, ce qu'on appelle des exosquelettes. Donc là, par exemple, vous avez dans le domaine du bâtiment, Eiffage, qui a développé un exosquelette qui est une sorte de gant bionique. Alors il n'y a pas le son, c'est normal, hein, qui est une innovation pour pouvoir finalement faciliter l'appréhension de marteaux, de différents matériels des chantiers, et puis accentuer la force, hein, ou limiter les vibrations quand on doit utiliser un marteau-piqueur ou tout ça. Etc., etc. Alors, l'intérêt aussi, je parlais tout à l'heure de solutionnisme technologique, c'est aussi pour sa valeur aussi d'attractivité. Hein. Quand vous dites à des jeunes, vous n'allez pas travailler comme manœuvre sur un chantier, mais vous allez être Robocop, quoi, hein. C'est quand même autrement plus sexy. On réenchante le monde aussi par les technologies. Hein. C'est amener de l'attractivité. Hein. Comme aussi dans les usines, on parle d'usines du futur, c'est aussi réenchanter le monde de l'entreprise. Vous allez travailler de la réalité virtuelle avec des robots et tout ça. Donc, c'est donner un intérêt. Et je dis alors, on peut le voir, ces outils, effectivement, comme quelque chose qui devrait être plutôt favorable à la santé. Donc, et vous allez voir au travers de tous les contre-exemples que je vous donnais que c'est des outils, parce que ça n'a pas été pensé par le travail et pour le salarié, en fonction de ce qu'ils font, de ce qu'ils voudraient faire, de ce qu'ils voudraient mieux faire avec ces outils, c'est presque pensé contre eux. Pourquoi ça? Parce que dès lors que vous utilisez un artefact c'est un outil, cet artefact, eh bien, il modifie le travail qui se fait. C'est plus le même travail, et donc du coup, ça va modifier la façon dont je fais le travail. C'est donc une autre façon de penser, de concevoir, d'organiser, de réfléchir, de pratiquer le travail. C'est une autre perspective de travail. Et donc, dès lors que je mets par exemple, ce petit gant, eh bien, ça va modifier le geste, et notamment l'appréhension, la qualité de mon geste. La nature de mon geste. Or, je vous le disais, il y a quelque chose qui est important pour moi, c'est la capacité de bien faire mon travail, de bien me reconnaître mon travail. Or, peut-être ce gant qui est si génial pour faciliter l'appréhension, limiter un peu les vibrations, eh bien, je vais perdre en dextérité, je vais perdre en précision, je vais perdre en la qualité de mon geste professionnel. Et ça, ce n'est pas acceptable pour moi. Parce que ça fait perdre un peu, justement, l'intérêt, l'utilité, la reconnaissance que j'avais dans mon propre travail. Parce que je fais moins bien mon travail à cause de ces objets-là. Donc pour moi, je ne peux pas le porter. Ça, c'est une première raison. Et donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais doubler d'attention pour pouvoir faire malgré tout ce geste avec la même qualité, le même niveau, mais avec beaucoup plus d'attention. Et là, vous voyez, c'est l'INRS qui a publié un peu ce dispositif-là. L'INRS, c'est l'Institut national de recherche et sécurité, qui montre effectivement que ça peut créer une augmentation du stress ou de la charge cognitive parce que les gens sont beaucoup plus attentifs aux gestes qu'ils font pour maintenir la qualité de ce geste, parce qu'ils doivent utiliser ce dispositif. Donc on réduit peut-être le coût physique, mais on augmente le coût cognitif.
Par ailleurs, vous voyez, ce dispositif, il appuie sur différents endroits du corps. Et qu'est-ce qu'on va faire pour réduire les pressions que ça a sur le corps? On va modifier un peu sa posture, pour réduire la pression que ça a sur le corps. Or, en modifiant sa posture, vous avez peut-être une mauvaise posture. On a moins mal, quoi. Parce que c'est un outil standard, ce n'est pas un outil qui s'accorde. Et donc, du coup, vous avez une mauvaise posture qui est induite par le port de ce dispositif. Et ce que me disaient des collègues qui sont spécialistes justement dans ces exosquelettes, ils me disent le problème, c'est que vous enlevez l'exosquelette et les gens continuent à avoir la mauvaise posture. Donc ça induit. Ou alors, vous allez intervenir, là, c'est ceux qui travaillent dans le drive, par exemple, les drives où vous mettez des colis sur dans les entrepôts pour livrer dans des camions ou dans vos voitures. Pareil, c'est un exosquelette et il faut rentrer dans le coffre des voitures ou dans des camionnettes et c'est étroit, donc ça c'est une forme supplémentaire et donc on doit se tortiller et avoir des mauvaises postures pour arriver à faire malgré tout. Et puis, aussi, c'est des objets qui vont avoir aussi, et c'est ça qui nous intéresse nous quand on intervient, c'est de voir l'effet de ces objets, pas seulement sur celui qui l'utilise, mais aussi sur son entourage. Parce qu'il faut savoir qu'une technologie n'a pas seulement un effet sur mon travail à moi, mais aussi un effet sur le travail des autres. Parce que je ne travaille jamais seul, je travaille toujours avec quelqu'un, toujours pour quelqu'un, toujours sous la direction de quelqu'un. Et donc, on va le voir aussi tout à l'heure, mais cette technologie, elle a un effet sur moi, mais un effet aussi sur les personnes avec lesquelles je travaille. Et là, en l'occurrence, ça dévoile aussi des formes de désorganisation sociale. J'explique. C'est le cas dans un atelier où les gens devaient mettre des rivets sous les ailes d'un avion et devaient mettre à différents moments de la journée, en fonction des tâches qui se succédaient, cet exosquelette pour les soulager effectivement dans leurs tâches de travail en hauteur. Et donc, ils devaient l'enlever, le remettre à différents moments, mais ils ne pouvaient pas le mettre tout seul. Donc, ils vont faire appel à un collègue. Alors, quand je sollicite un collègue et j'interromps son travail une fois, ça va. Mais quand je l'interromps 2, 3, 4 fois dans la journée, il y a un moment, il va dire, écoute, tu m'emmerdes, t'arrêtes de m'embêter. Et donc, je ne vais peut-être pas utiliser cet outil parce que cet outil, vous voyez, qui est a priori anodin, qui devrait préserver ma santé, il a un coût social. Il affecte les relations que j'ai avec autrui. Ou alors, il dévoile justement les mauvaises relations que j'ai avec autrui, parce que c'est inutile de mettre en place un outil si le climat social d'un atelier est dégradé. Les gens ne vont jamais demander aux autres d'aider. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Et on va voir comment l'outil réorganise le travail. On va se dire, on va mobiliser, on va rassembler toutes les tâches qui étaient dispersées au cours de la journée en une seule fois, toute la matinée, où les gens vont utiliser l'exosquelette une fois. Sauf que, vous voyez, autant la charge de travail était diluée au cours de la journée, là, elle est rassemblée sur une même journée, et on intensifie comme ça la charge de travail. Donc, c'est une mauvaise organisation du travail. Et puis, une dernière chose. Alors, j'aurais plein de choses négatives à vous dire là-dessus. Là, c'est un problème plus, mais qu'on retrouve sur l'usage un peu détourné qu'on fait de ces outils. On peut voir aussi ces dispositifs comme une sorte aussi de pis-aller, c'est-à-dire de système un peu palliatif qui évite à l'entreprise de s'interroger sur les causes organisationnelles réelles de la vulnérabilité de ses salariés. Dit autrement, on leur donne les moyens de tenir alors que les cadences de travail restent les mêmes et les exigences de travail sont toujours aussi intenables et insoutenables. On déploie des outils pour rendre encore un temps acceptable l'insupportable. En proposant ces prothèses technologiques, on individualise ainsi la problématique de la pénibilité et on évite de porter la responsabilité sur l'organisation de travail qui sollicite l'individu de manière inappropriée. Vous voyez, par exemple, ici, dans cette photo, je donne un exosquelette pour permettre à des gens de tenir parce qu'ils ont peut-être effectivement des douleurs au niveau des membres inférieurs. Ils s'accroupissent, ça les soulage, mais je ne remets pas en cause l'organisation du travail qui est que les voitures sont basses. On pourrait remettre des chaînes qui sont au niveau de l'homme, mais ça coûterait trop cher. Donc on préfère adapter les individus qu'adapter le travail. Encore une fois, c'est l'individu qui est une variable d'ajustement, vous voyez. Et finalement, on traite plus l'individu qui pose le problème que le problème qui est posé par l'individu. C'est toujours comme ça, on individualise la problématique. On t'a donné des outils pour tenir, alors tu tiens, et même on peut augmenter la production parce que tu as les moyens de tenir par rapport à ce qu'on t'a donné. Donc c'est un peu... Autre exemple de ces technologies insoutenables qui vont affecter mon engagement dans le travail, ma santé, mon épanouissement, quelque chose qui est vraiment plus subjectif, c'est la perte de sens au travail. La non-soutenabilité des technologies, c'est lorsque ces outils conduisent à des conflits éthiques, des conflits de critères de qualité, c'est-à-dire quand elles nous imposent de renoncer à nos propres règles de métier,
la façon, je le disais tout à l'heure, dont on considère un bon et un beau travail pour appliquer les procédures et les standards de l'organisation qui exige d'aller à l'encontre de nos propres valeurs de travail, de la façon dont on pense que c'est bien, bien pour nous, bien pour le salarié, bien pour le travail, même de l'entreprise, ou pour les collègues. Et donc, ça va créer un peu des tensions avec nous-mêmes. On va se faire du mauvais travail, on va se sentir mauvais, ou avec les collègues qui disent, mais tu fais du mauvais boulot, quoi. T'es pas sérieux, c'est pas rigoureux, quoi. Et ça, c'est difficile, quoi, parce qu'on a besoin d'appartenir à une communauté, de se sentir aussi intégré. C'est ça l'identité. L'identité professionnelle, pour nous, l'identité professionnelle, c'est l'armature de la santé psychique. Si elle s'effrite, votre monde s'effondre. Et il faut pouvoir s'identifier à son travail, se reconnaître. Encore une fois, j'ai envie de sortir de cette séance, je suis content, je suis fier de moi, j'ai fait du bon boulot. Et puis, peut-être, comme que vous me disiez, je ne vous demanderai pas, mais dire, voilà, tu as fait du bon boulot, on est content, on vous entend, etc. Il y a cette forme de reconnaissance qui me donne aussi une identité par rapport à ce que je fais. Si je n'ai pas ça, à quoi je sers? Et vous allez voir dans cet exemple, comme quoi ces technologies, là on est par exemple sur une recherche, nous, on est dans le domaine de la logistique. On doit développer une IA qui va aider des préparateurs de commandes à concevoir mieux, plus rapidement, en termes de performance, mais surtout qui soit soutenable, c'est-à-dire qui soit respectueuse, encore une fois, des capacités humaines, mais aussi des qualités, des conditions de travail et de la qualité de vie au travail. Et il faut essayer d'articuler tout ça. Et vous allez voir que là, les outils qui existent ne prennent pas du tout en compte ça, notamment par rapport à ce qu'on appelle des conflits de critères. Voilà l'outil que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle du voice speaking. Un voice speaking, c'est quoi? C'est un outil qui va ordonner des séquences de travail à un opérateur pour qu'il suive un peu le déroulé de la prise de commande, de la confection d'une palette, et de vérifier s'il a bien pris les bons produits, il est allé aux beaux endroits, et surtout, il est performant parce qu'il a un temps déterminé. Il ne va pas s'arrêter pour boire un café, pour parler avec ses collègues. Il est géolocalisé. C'est le pouvoir des technologies, de suivre, je vous dis, d'être hybridé à l'individu, de porter. Et vous allez voir comment ça se passe. Un instant, s'il vous plaît. Veuillez maintenir le silence pendant quelques instants. Veuillez prononcer 0. 0. 1. 1. 2. 2. Vous êtes l'utilisateur Laurent Martin. Dites OK pour vous connecter. OK. Client, Dunkerque. Total mission, 43 colis. 5, 3, 4. 20 cartons. 3 OK. 3 restent 17. 2 OK. 2 restent 6. Alors, c'est comme quand vous êtes chez Ikea, qui vous dit allez tel rayon, tel machin. En fait, voilà. Sauf que là, c'est la petite voix qui vous dit tel rayon, tel produit, et vous avez un code des trompeurs. Donc, vous reproduisez le code des trompeurs pour qu'il vérifie l'outil, donc à l'oral, que vous êtes bien dans la bonne allée et que vous avez pris les bons produits. Et comme ça, on est sûr que, effectivement, et c'est vérifié, qu'il y a une fiabilité de la commande et une réduction significative des erreurs. Et là, pourquoi je dis qu'il y a des conflits de critères de qualité sur la manière dont j'envisage un travail entre moi, mes règles de métier, mes règles de travail et ce que m'impose l'outil dans sa propre vision d'un travail à faire et de l'organisation, quoi. Parce qu'avant, j'avais une liste de produits qui demandait une certaine compétence, une expertise. C'est-à-dire que j'ai regardé ma liste de produits et je me disais, il faut que j'aille chercher des cartons. Mais je n'allais pas aller chercher les cartons n'importe comment. C'est-à-dire que je n'allais pas aller chercher les cartons pour accélérer la production de cette palette, mais j'allais aller chercher ces cartons, ces produits, selon ma vision d'une belle palette. C'est ça mon critère de qualité. Une belle palette, c'est quoi pour moi? C'est une palette qui s'organise et qui est composée de produits qui s'encastrent bien les uns et les autres pour faire une belle palette cubique et pas pyramidale qui peut s'effondrer. Pour mon collègue, justement, du camion du Fenwick. Parce qu'il y a des petits cartons, des grands cartons, des cartons cubiques, etc. Et donc, je vais réfléchir à la meilleure organisation possible. Et je vais peut-être aller perdre du temps, aller chercher loin un carton qui s'agence mieux avec le carton. C'est là où je dirais, il y a une intelligence de la tâche. C'est de la pénibilité, mais la pénibilité, ce n'est pas ce qui exige de la peine seulement, c'est ce qui vaut la peine d'être fait. Et là, il y a du sens. Donc, pour moi, un des premiers critères, c'est de faire une belle palette pour mon collègue, qui va pouvoir bien travailler. Et il me dira, tu fais du bon boulot. Je pense à lui. On travaille ensemble. On est dans un collectif de travail. Et le deuxième critère, c'est le client. Parce que moi, je suis un usager aussi.
un client, et moi, je ne voudrais pas recevoir des produits écrasés dans mon caddie, ou je sais pas. Je ne voudrais pas, par exemple, que les fruits se retrouvent en dessous de bouteilles. Ça, j'exècre. Voilà. Qui sont talés, ce n'est pas possible. Donc, je vais penser aussi pour que les produits les plus lourds soient en dessous des produits les plus légers. Donc ça. Et puis, j'ai peut-être une troisième valeur pour moi. C'est une valeur qui est une valeur écologique. On le voit aussi, c'est-à-dire que les gens disent je vais mettre le plus de produits possible sur une palette, parce que plus je mets de produits, plus je peux remplir le camion, et moins il y aura de rotation de camions, et donc moins il y aura de dépenses énergétiques. Donc pour moi, il y a aussi l'empreinte carbone. Donc j'ai aussi ça. Ça, c'est mes valeurs. Vous voyez, il y a des conflits de critères, mais aussi des valeurs éthiques. C'est ça que je porte. Et qu'est-ce que me demande l'outil? Lui, il s'en fiche de ça. Lui, c'est la performance, c'est d'aller le plus rapidement possible. Donc, c'est-à-dire, on va regarder quel est ton chemin, et on ne va pas te faire aller chercher un produit le plus long si tu peux prendre un produit l'un derrière l'autre pour être le plus efficace possible. Et moi, je ne me reconnais pas là-dedans. J'ai fait une palette, soit qui s'effondre, soit les produits lourds sont en dessous des produits, enfin, au-dessus des produits légers, ou alors je ne peux pas mettre trop de produits. Et ça, ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Et derrière ça, vous voyez qu'on est plus dans une compétence élaborée, mais on est dans un savoir-faire simple d'exécution. Ce que j'appelle la rationalité limitée, on est dans du néo-taylorisme. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui pense, qui ordonne un travail, et l'autre qui exécute. On dépossède l'individu d'une compétence pour mieux le posséder quelque part. C'est ça les outils actuels. Déposséder les individus pour mieux le posséder. Et effectivement, ça gère aussi un turnover, parce que vous restez 6 mois, hein, vous êtes sollicité, et donc on ne forme pas les gens, dit tu obéis à la machine et tu vas. Donc ça, c'est... Première chose, c'est la prescription de la rationalité. Donc comment ces outils prescrivent des tâches, des activités, organisent le travail sous une forme de ce qu'on appelle une hétéronomie, c'est-à-dire une dépendance extrême vis-à-vis d'un système qui organise, qui rythme, qui évalue notre travail. Mais on a aussi quelque chose de beaucoup plus subtil, ce qu'on appelle la prescription de la subjectivité. Et là, c'est comment ces outils, finalement, commencent à affecter ce que je suis. Pas seulement ce que je fais, mais ce que je suis, ce que je pense, ce que je ressens, et la façon d'envisager mon monde, le monde, de manière insidieuse. Et comment on s'ajuste à ça? Premier exemple, c'est justement l'IA telle qu'elle est vendue dans les entreprises et dans l'imaginaire social. On dit l'IA, notamment l'IA générative, c'est vrai, mais l'IA de type logiciel métier, ce sont des dispositifs qui vont permettre de soulager des tâches de bas niveau, de faible valeur ajoutée, répétitives, des tâches intellectuelles, hein, pour vous permettre, elles seront prises en charge par l'IA, pour vous permettre d'aller vers des tâches de plus haut niveau, plus stimulantes, plus valorisantes, et du coup de renouveler, de revaloriser votre travail qui ronronnait. Et c'est vrai, quand c'est présenté comme ça ne peut être qu'attractif et intéressant. C'est vendu comme ça. Sauf que ces petites tâches qui sont insignifiantes ou qui paraissent insignifiantes pour l'organisation qui veut les automatiser, peut-être pour moi, elles ont du sens. Pourquoi? Parce que moi, durant ces moments où je ronronne, où j'ai l'impression de faire un petit peu un travail répétitif, eh ben, je me repose. Ou je vagabonde intellectuellement, ou je crée. C'est-à-dire que c'est des tâches un peu automatiques, mais qui permettent un peu de penser au coup d'après. Le cuisinier qui coupe ses carottes, il fait un geste, mais il dit, moi je suis en train de penser à la recette d'après, à comment l'améliorer. Je me souviens, moi, des paroles d'un ouvrier de chaîne d'atelier qui disait, j'aime bien, parmi la journée, cette tâche un peu bête et stupide, que je ne voudrais surtout pas qu'on automatise, où je fais toujours le même geste, parce que je suis un compositeur de musique, et durant ce moment-là, je crée de la musique. Et c'est mon moment de repos, Et si vous me l'enlevez, du coup, ça m'enlève tout, Donc ces petites tâches, elles ont une utilité, un sens de fatigue, de repos, de vagabondage intellectuel, de créativité. Donc il faut qu'on puisse aussi interroger. Et puis ces tâches qu'on va invisibiliser, automatiser, elles ont aussi un sens et une utilité pour ce que disent les managers, quand on les interroge aussi ou quand on voit sur le terrain, pour les jeunes qui arrivent, pour apprendre le métier. C'est ça, on les voit chez des médecins avec les internes, où vous savez, des outils qui prennent les diagnostics ou qui saisissent automatiquement les prescriptions ou toute l'analyse. Avant, ça se faisait de manière un peu communautaire, collective, et les externes ou les internes apprenaient. Puis maintenant, tout se fait de manière invisible. Sur quoi se fait l'apprentissage? Pareil sur d'autres tâches, qui sont les entrées dans le métier,
Ce n'est pas pensé tout ça. Ce n'est pas envisagé. Par ailleurs, on le voit là, il y a une étude qui est sortie à la DARES, mais on le voyait aussi, l'outil n'arrive pas comme ça, je vous dis, ça change le travail à faire, ça change la façon de faire le travail. C'est de nouvelles tâches aussi qui surgissent, c'est de nouvelles tâches qui arrivent, qui accompagnent toujours ces outils. Et je reprends l'exemple de ces tâches qu'on va me donner, ce sera des tâches de... si on supprime les tâches de bas niveau, c'est que des tâches de haut niveau. Enfin, pardon, c'est ici. C'est des tâches de haut niveau, c'est-à-dire des tâches qui sont de plus haute valeur ajoutée, mais qui exigent du coup pour moi un plus grand engagement, une plus grosse réflexion et de résolution, et qui peuvent me mettre aussi en échec. Par exemple, Watson, qui est un outil de traitement automatique des mails dans les compagnies bancaires. On avait, pareil, on est intervenu au sein d'agences bancaires pour voir l'impact des technologies sur le métier des conseillers clientèle. Il dit, vous recevez plein d'emails maintenant, tout se fait à distance. On va mettre de l'IA, c'est Watson, qui gère toutes les demandes d'emails, où en est mon compte, comment faire un virement permanent à mes enfants, etc. Ça, il peut faire, c'est automatique. Vous allez avoir que des tâches que l'outil ne sait pas gérer. Donc que des tâches complexes de haut niveau, qui peuvent, alors soit qui exigent aussi un coût cognitif plus important, mais qui peuvent me mettre en échec. Et qui disent finalement, je ne suis pas si bon que ça. Et on voit l'inversion de votre place. C'est-à-dire que ce n'est pas l'outil qui a un assistant de la technique, c'est quand la technique fait appel à vous quand elle ne sait plus faire. Vous êtes l'assistant de la technique. Vous voyez un peu l'inversion des rôles et de la place. C'est quand même assez dévalorisant, dépréciant, quoi. L'outil fait appel à vous parce qu'elle ne sait pas faire. Vous êtes un assistant de l'outil technique. Et puis, nouvelle attente et nouvelles exigences, parce qu'on vous donne une IA qui est puissante, qui est performative, qui vous donne, je pense à l'IA générative, on attend aussi de vous que vous soyez plus créatif, plus innovant, plus imaginatif, et que vous ne fassiez peut-être pas d'erreur, que vos emails n'aient pas aucune faute, que vous puissiez tout traduire, enfin voilà, et que vous puissiez répondre rapidement. Donc il y a des attentes nouvelles aussi par rapport à votre place et votre position. Il faut que vous soyez à l'image des technologies que vous utilisiez quelque part. Et une dernière chose, c'est le processus de réification. C'est-à-dire, c'est quoi la réification? C'est être ramené à un statut d'objet. Justement, c'est la désubjectivation, c'est-à-dire enlever tout ce qui est nos marques, notre style, notre façon d'être, notre particularité pour une forme de standardisation où, comme je disais, on est un peu l'exécutant, où on est un peu l'exutoire ou le dispositif qui est le supplétif de la technologie, mais où on doit finalement s'accommoder au fonctionnement de l'outil. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit effectivement, tout à l'heure je vous montrais cet exemple de la personne qui parlait au dispositif et qui disait « Ok », vous voyez, elle ne fait pas un discours élaboré, hein. Ok, elle en rêve la nuit, où on voit, elle parle comme ça à ses enfants. Donc on voit, c'est ce que De Jour appelle une corpopriation, c'est-à-dire comment aussi on s'ajuste, on ressent, on s'approprie le fonctionnement de l'outil dans son propre fonctionnement humain. On met même dans la prononciation, on voit chez des jeunes américains notamment, qu'ils commencent à modifier la prononciation pour être compris par l'assistant vocal Siri sur Apple, pour pouvoir être compris. Ils ne disent pas mother ou father, ils disent mother ou favor. Donc on voit comment on s'ajuste à l'outil. Donc si la technologie ne peut pas s'élever au niveau de l'intelligence humaine, c'est nous qui devons descendre au niveau du fonctionnement de l'outil pour être compris. Et c'est vrai que moi, avec un assistant vocal, si je parle comme ça, avec une articulation, avec une grammaire un peu incohérente parfois, il ne va pas me comprendre. Donc il faut que je m'ajuste pour que je puisse être compris. C'est pareil quand vous faites des requêtes avec l'IA générative, il faut que vous appreniez. Ce n'est pas du langage naturel quand même. Il faut que vous modeliez votre pensée par rapport à l'outil. Vous voyez comment on rentre, comment on s'ajuste à ces dispositifs malgré nous, de manière inconsciente. Et pire encore, comment aussi, même dans nos comportements les plus spontanés, les moins déterminants ou déterminés, on peut aussi s'adapter à ces modes de fonctionnement. C'est l'exemple de cette technologie qu'on avait développée justement avec deux laboratoires et une entreprise de détection de chute à domicile. La chute à domicile, c'est la première cause de mortalité parmi les personnes âgées. Et donc, l'idée avant, c'est que vous aviez des caméras. Et derrière, il y avait des psychologues qui regardaient les comportements de ces personnes et des comportements incohérents qui pouvaient peut-être rendre compte de premiers signes de fragilité ou de vulnérabilité ou de sénilité. Et
bien sûr, ce n'est pas acceptable socialement d'être constamment sous la vigie de caméra. Et donc là, l'idée, c'était de mettre une intelligence artificielle capable de suivre les personnes et de détecter par soit des sons particuliers, des cris, des signaux d'alerte et des conduites physiques de chute que la personne est tombée et qu'elle est inanimée, et de prévenir les secours. Alors ça ressemblait à ça, enfin voilà une chute par exemple, concrète. C'est quelqu'un qui est... Alors ça c'était une vraie chute, hein. À chaque fois on est parti de vraies chutes, je vous dis, on est au plus près de l'activité, donc là c'est quelqu'un qui, lors de sa sieste, est tombé, s'est cassé le nez, a une hémorragie, elle a failli se noyer dans son sang. Et donc, on a développé l'IA pour détecter les chutes, et voilà à quoi ça ressemblait. Hein. Donc, vous avez une personne, par exemple, qui transporte des assiettes, qui bute contre le bord du tapis, qui tombe. L'IA reconnaît que c'est une chute. Il y a un bruit aussi caractéristique qui double et qui dit « Ah, c'est une chute ». Elle demande à la personne « Est-ce que ça va ? Est-ce que ça ne va pas ?» Et si la personne ne répond pas ou dit « Ça ne va pas », elle va prévenir les secours. Si ça va, ben, elle dit « Ok ». Alors, on fait donc, nous, ce qu'on essaie de voir, c'est comment cette activité, comment cet outil, l'outil qui existe, on est dans une, aussi, nous, notre enjeu, c'est de prospecter l'usage et l'effet de ces technologies sur l'activité, pour qu'elles puissent se maintenir et se développer, et qu'elles ne puissent pas se dégrader. Parce que sinon, elle ne sera pas acceptable, elle ne sera pas soutenable. Donc on essaie, nous, de développer des dispositifs pour voir comment ces technologies, elles peuvent vraiment apporter des choses favorables. Alors soit aux salariés, soit à des personnes fragilisées. Et là, on a fait des tests, alors on fait ce qu'on appelle la simulation et puis l'autoconfrontation, on filme les gens, ils nous racontent ce qu'ils vivent et tout ça. Et ce qu'on voyait dans ces films, ce qui était assez extraordinaire, et je vous dis parfois les technologies ont des effets inverses à celui recherché, on voyait là où la technologie était censée améliorer la qualité de vie et pas empêcher les chutes, mais en tout cas prendre en compte les chutes, cette technologie accentuait les chutes. Les gens tombaient plus fortement et se faisaient beaucoup plus mal qu'avant avec l'outil, ou alors, pour des petites chutes de rien du tout, je disais, là, hop, ils essaient de se récupérer, ils se faisaient plus mal. Moi, je me dis, mais c'est pas possible, pourquoi ? Alors, il faut savoir que mon activité, alors tout à l'heure, je disais, on ne travaille jamais seul, on travaille toujours avec quelqu'un, pour quelqu'un, sous la direction de quelqu'un, et notre activité est toujours dirigée vers quelqu'un ou quelque chose. Voilà, il y a toujours un but, il y a toujours une destinée, même si la personne n'est pas là, je travaille pour quelque chose ou quelqu'un. Là, en l'occurrence, la personne nous dit, c'est vrai, c'était les gens qui avaient un médaillon, et médaillon d'alerte, vous savez, et qui devaient, quand ils tombaient, appuyer sur ce qu'on appelle une technologie tangible, appuyer sur un bouton. Il dit là, vous êtes dans ce qu'on appelle les technologies pervasives ou ubiquitaires, c'est-à-dire des technologies qui sont réparties là dans l'environnement, et je n'ai pas de contrôle sur ces outils. Elles sont là autour de moi, mais je ne peux pas agir sur elles. Et donc, quand je tombe, donc je vais chuter, et je pense à l'outil pour elle doit prendre en compte ma chute. Donc pour être sûr qu'elle prend bien ma chute, je vais crier plus fort, et je vais tomber plus fort, pour qu'elle puisse bien voir que je chute. Waouh! Donc il y a vous voyez comment, alors, quelque chose, je disais, dans sa subjectivité, dans quelque chose de complètement inconscient, implicite, une chute, on ne peut pas la contrôler, mais ils veulent contrôler leur chute pour pouvoir la faire voir. Mais je dis, oui, mais alors pourquoi, quand c'est des petites chutes qui vous feraient pas mal, vous chutez plus mal? Et là, on revient dans ce contexte social. C'est-à-dire que l'outil, il n'est pas utilisé que par moi, il y a aussi un regard, il y a aussi des impacts sur mon écosystème. Il dit, vous savez, moi, à la maison, je ne dis pas que je chute toujours à mes proches, parce que si je leur dis que je chute trop, ils prennent peur, ils m'envoient en EHPAD. Donc je cache mes chutes. Or là, il y a un outil qui va rendre compte de mes chutes à mes proches, à ma famille. Et donc moi, je veux cacher les chutes. Donc c'est pour ça que quand je peux rattraper une chute, je vais le faire. Mais en rattrapant la chute, je me fais plus mal. Et puis une dernière chose aussi, c'est comment ça peut avoir un impact sur le lien social, alors même des effets plus loin. C'est pour ça que vous voyez, on va regarder très très loin l'effet sur la personne, parce que ces personnes âgées, elles vivent au domicile, et puis souvent elles sont seules, et le seul lien qu'elles ont, c'est l'aide familiale qui vient les voir et qui ont des contacts avec elles. Et ce on a fait d'observation, et on regarde, l'aide familiale vient, ou ménagère, en fait, sur 2 heures de travail de ménage à faire, grosso modo, elle fait une demi-heure de ménage, et 3/4 d'heure, elle prend le café avec la personne. C'est le lien social. C'est la personne, elle dit. Et là, on fait des focus group, on les interroge, et ils nous disent, vous savez, si j'ai une caméra, moi, au-dessus, moi, je vais refaire le prescrit. C'est-à-dire que je vais faire le ménage, et je ne vais plus prendre le temps d'être avec la personne âgée. Donc on va avoir un outil qui va non seulement accentuer la chute, mais qui va encore susciter un plus grand isolement de la personne âgée. Est-ce que c'est favorable? Est-ce que c'est soutenable? Ça interroge. Plus après,
la famille qui vous dit bah, c'est génial, j'aurai un outil, j'aurai plus à aller voir mes aînés parce qu'ils vont prendre en charge la personne âgée. Quoi. Je vais pouvoir me libérer parce que je suis surchargé et je leur ferai confiance. Pareil, est-ce que c'est génial ça, etc., etc., etc. Donc, vous voyez, l'idée qui est assez bénéfique au départ, quand on regarde concrètement ce que ça fait sur l'activité, sur les liens sociaux. Là. Et puis, une autre chose aussi, c'est la confiance par rapport à l'outil. Je vais prendre 2 exemples. C'est la confiance par rapport à l'outil, qui est aussi important et par rapport à l'IA. Nous, par exemple, actuellement, c'est vraiment quelque chose qui nous questionne, c'est-à-dire quel est le niveau de confiance que l'individu doit avoir par rapport à une technologie, à l'IA en l'occurrence, pour travailler avec elle, pour pouvoir prendre en compte ses conseils, ses suggestions, ses propositions pour travailler. Et je vous disais, c'est le cas dans le domaine du nucléaire, dans le domaine militaire, où il y a des gens qui sont dans des conditions de travail assez exigeantes, sous tension, et ils doivent prendre assez vite des décisions, et ils peuvent être aidés par l'outil. Mais il faut que ces propositions soient au bon niveau, c'est-à-dire que j'ai de la confiance. Il ne faut pas que j'ai de la surconfiance, c'est-à-dire que j'accepte de manière un peu directe et inconsidérée les propositions, et il ne faut pas non plus que j'ai de la défiance ou que j'ai de la méfiance vis-à-vis de l'outil. C'est-à-dire la méfiance, c'est-à-dire que je ne crois pas en ce qu'il me dit, ou la défiance, c'est-à-dire que je suis carrément dans une sorte de compétition avec le système. C'est-à-dire que je vois qu'il quand même, il propose des choses dont je n'avais pas eu idée, et il peut me remettre en cause mes propres compétences. Ou moi, je perds aussi la confiance dans mes propres compétences. Donc c'est vraiment la bonne place à avoir de l'outil, et on travaille par l'explicabilité. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire quelles sont les explications que l'outil doit apporter, l'IA notamment, quand il vient en proposer une solution, une suggestion, en disant voilà d'où elle vient ma proposition, sur quelles règles je me suis basé, à partir de quelles données j'ai pris ma décision. Mais vous voyez qu'en faisant ça, je disais, l'IA, elle crée de nouvelles tâches. Si je suis dans une situation nucléaire où il y a un danger, et je dois agir rapidement, il ne faut pas que je passe plus de temps à analyser l'explication que m'apporte que de faire ma tâche. Sinon, ce n'est pas possible, quoi, je ne le fais pas. Et donc, il y a de la confiance à construire. Et ce qu'on voit, généralement, c'est qu'il y a une forme de ce que j'ai appelé, moi, une soumission à l'autorité technique. C'est-à-dire que les gens considèrent que tout ce qui vient de l'outil est par défaut fiable, valable, plausible. Alors d'où ça m'est venu ça? Et vous allez reconnaître une expérience que vous connaissez tous en psychologie sociale, c'est la soumission à l'autorité. En fait, c'était un accident qui s'est produit sur une autoroute dans les années 90, où une personne fait un demi-tour sur l'autoroute vers Metz, et en remontant la file de l'autoroute, elle provoque quand même un accident avec 3 ou 4 morts. Donc c'était pas rien. Et quand on lui dit, mais madame, vous êtes folle, pourquoi vous avez fait demi-tour sur l'autoroute et vous êtes remontée? Ah, c'est pas moi, c'est mon GPS qui m'a dit, vous êtes trompé, faites demi-tour dès que possible. Donc elle s'en est remis complètement à un outil qui, dans une situation qu'elle ne maîtrise pas, lui dit de faire quelque chose. Et il y a effectivement un consentement aveugle à une décision d'un outil. Et c'est pareil pour un autre fait divers en Espagne, exactement la même chose. Et moi, ça m'a fait penser à quelque chose que vous connaissez bien, qui est la soumission à l'autorité de Milgram, de l'État agentique. C'est-à-dire qui disait qu'effectivement, dans une situation qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne contrôle pas, eh bien, on va s'en remettre complètement à une autorité qu'on considère comme plus responsable, plus légitime, plus experte dans la situation. Et finalement, on ne se sent plus responsable de ses actes, et on voit en lui un simple instrument destiné à exécuter la volonté d'autrui. Donc on devient l'exécutant. On n'est plus auteur, acteur, mais je disais on est spectateur et exécutant. Voilà. On n'est plus à l'origine. Et pire, on peut même, et ça les technologies le développent très bien aussi, être dans la soumission librement consentie, c'est-à-dire vous faire croire que vous êtes à l'origine de choses qu'elle a subtilement orientées. Et ce qu'on appelle le dark pattern, la captologie ou le phishing, hein, si on regarde un petit peu avec tous les outils. C'est-à-dire qu'on va organiser l'outil pour prélever vos données. Vous savez, c'est tout ce qui est la cybercriminalité, quoi. Mais c'est vraiment ça, quoi. Comment les technologies influencent notre monde. Et nous, on a fait plein d'expériences il y a une quinzaine d'années pour montrer jusqu'où les gens se soumettaient à des technologies sans finalement les critiquer ou sans avoir de regard critique. Et par exemple, on l'a fait sur des outils, des espaces d'achat, des radars de recul, sur des GPS piétons, et puis sur un correcteur orthographique qu'on a manipulé, le correcteur orthographique,
qui identifiait des bonnes phrases avec une bonne grammaire et des bons mots, mais on a suggéré des mots erronés, une grammaire erronée. Et on a pris des gens qui étaient bons en orthographe ou des mauvais en orthographe, etc., etc., pour voir si les gens remettaient en cause l'outil ou soit. Et généralement, ça marche très bien, parce qu'à chaque fois, c'est eux qui doutent de leurs compétences. C'est eux qui disent « je ne sais pas », parce que l'outil ne peut pas se tromper, parce que l'outil est fiable. Il y a ce qu'on appelle un biais d'instrumentation, enfin un biais d'automatisme qui fait qu'on est toujours effectivement dans cette idée de surconfiance dans la fiabilité des systèmes. Il y a aussi une sorte d'efficience cognitive où on dit que finalement, moi, je me concentre sur une tâche et je délègue à l'outil soit la correction orthographique, soit d'autres tâches, mais en faisant ça, vous voyez que votre compétence, elle n'est plus maintenue, elle se dégrade, ou alors vous n'avez plus de confiance dans votre propre compétence. Vous savez faire, mais vous ne savez plus si vous savez bien faire, quoi. Si vous maîtrisez bien vous avez confiance dans votre propre procédure. C'est le fameux pareil chirurgien qui dit je doute, je ne sais plus si j'ai bien la bonne maîtrise. Je sais comment faire, mais je ne sais pas si je pourrais maîtriser. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des questions qui nous posent, c'est-à-dire ce rapport, cette domination, cette influence de l'outil sur ses propres décisions, sa perception de soi et l'autorité qu'on a. Et puis là, je terminerai vraiment, parce que je vous dis, c'est comment ça fragilise aussi des collectifs. Les collectifs sont très importants dans le travail et dans l'activité, parce que c'est un collectif qui est protecteur. C'est un collectif qui vous aide face aux difficultés du travail. C'est un collectif qui vous outille aussi dans la façon de faire le travail, qui est aussi une sorte d'amortisseur des pressions sociales. C'est aussi un collectif qui vous permet, comme le disait mon collègue au cyclo, de ne pas vous sentir seul face à l'étendue des bêtises possibles. Parce qu'en arrière-plan, j'ai effectivement, on en a discuté avec mes collègues, et quand je suis tout seul chez moi au télétravail, quand j'ai des questions nouvelles, je ne suis pas là en disant « Ah, qu'est-ce que je dois faire, où je dois aller ?» Non, j'en ai discuté avec un collectif, et je sais comment agir. Ou face à des dilemmes, je sais quelle position prendre, parce qu'effectivement, j'en ai parlé avec mon collectif, et je peux l'appuyer, ou je peux affirmer une position. Je ne suis pas tout seul. Donc c'est vraiment un outil. Sauf qu'on va voir que ces technologies redéfinissent les rapports entre nous et les rapports aux autres. Alors par exemple, dans l'IA, on voit que de plus en plus, et ça devient un problème chez des managers, qui voient des jeunes arriver, ou même des salariés aguerris, et qui disent, face aux difficultés qu'ils rencontrent, face à des problèmes, les personnes ne se retournent plus vers leurs collègues, mais se tournent vers l'IA. Parce qu'ils ne les jugent pas. Et puis parce que moi, je n'exprime pas une faiblesse. Alors là, du coup, c'est plus un collectif de travail, parce que justement, un collectif de travail, c'est l'idée qu'on soit suffisamment en confiance pour aussi dévoiler ses faiblesses. Mais là, c'est symptomatique aussi d'un collectif dégradé. Mais ça peut dégrader le collectif s'il est déjà un peu faible. Parce qu'effectivement, ça va plus vite peut-être, mais je n'avais pas envie soit d'embêter mes collègues, soit de démontrer que je n'y arrive pas. Et puis de ne pas être jugé. Donc je vais me rapprocher de l'IA, qui, elle, va m'apporter les réponses. Et créer une dépendance, comme je disais, parce que plus vous développez de liens avec l'IA, moins vous développez votre propre savoir-faire qui se dégrade et vous n'avez plus confiance dans votre outil, et vous vous ramenez plus encore sous une forme de domination avec l'outil. Autre exemple, c'est ce fameux robot dont je vous parlais, le robot compagnon dans les EHPAD. Comment il va modifier aussi le rapport que les personnes ont entre eux dans une forme de rôles sociaux, de contribution, de positionnement aussi dans l'activité. Alors là, c'est un travail qu'on avait fait. On avait suivi la mise en place avec une équipe de psychologie de la santé et de neurosciences sur les effets donc, de ce petit robot compagnon, qui est un robot qui est très sensible et qui réagit aux caresses et qui vous regarde, qui est sensible, qui est très attachant. Oh là là, que t'as gentil. Oh, puis ferme les yeux. Il est beau, hein? Regardez. Il est à la Ben, résidence. il l'avait pas vu encore, ce mémé. Il dort. Non, il attend les caresses. Ah Vous bon? pouvez caresser? Ah bah oui. C'est ce qu'il attend. Vous voyez? Regardez ça. Et donc, voilà. Et donc c'est un petit robot qui est vraiment très sympathique. Vous avez tout de suite un attachement qui se développe avec lui, parce que
déjà, on n'a jamais eu un bébé phoque dans ses bras, donc on ne sait pas à quoi ça ressemble. C'est pas comme un chien. Et donc vous projetez plein de choses et vous fondez littéralement. Moi, je l'ai eu dans les bras, effectivement, c'est vraiment très, très, très intéressant. Et donc les collègues de psychologie de la santé, de neurosciences ont démontré que ce petit robot avait des effets très favorables sur ces personnes âgées, fragilisées. Ça les remobilisait, ça les ouvrait. Il y a une autre vidéo où j'ai quelqu'un complètement renfermé et vous voyez qu'elle s'ouvre, qu'elle sourit, qu'elle commence à avoir du lien. Enfin, elle est stimulée et il y a quelque chose qui est extrêmement favorable. Et nous, en psychologie du travail, on s'est intéressé justement, comme je disais, à la mise en place de ce petit objet sur les personnels de ces EHPAD, les aides-soignantes. Parce que ces aides-soignantes, elles sont déjà débordées par plein d'autres tâches, mais c'est elles qui vont être chargées d'aller nettoyer, d'aller charger ce petit robot, et donc c'est en plus. Et de voir un peu quel était l'effet sur leur activité. Et donc on a fait une étude où on a regardé avant et après justement le travail de ces aides-soignantes. Et ces aides-soignantes, en fait, quand on regarde, comme je disais tout à l'heure pour les aides ménagères, elles ont enrichi leur travail, elles ne font pas le travail qui est prescrit, mais c'est toujours un autre travail qu'elles font, qui est finalement de trouver du temps, de dégager du temps pour être proche des personnes âgées. Elles retrouvent une utilité, un intérêt en disant, finalement, moi j'apporte aussi un soutien, un accompagnement à ces personnes fragilisées, et j'ai un rôle, j'ai une importance là-dedans. Et c'est ce qu'elle dit au travers de cette phrase. Elle dit, s'il n'y avait que le soin d'hygiène et de confort, s'occuper du pipi et caca en somme, nous serions, j'aime bien cette phrase, des techniciennes de surface corporelle. Mais il y a la relation avec le patient qui définit que nous ne sommes pas que cela. C'est-à-dire que voilà, c'est grâce à ça, finalement, qu'elle trouve un intérêt, une utilité, un sens dans ce qu'elle fait, dans ce lien qu'elle a construit avec cette personne âgée. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre un petit robot entre elle et la personne âgée. Et là, tout va s'écrouler. C'est-à-dire qu'on a refait les mêmes études, c'est-à-dire qu'on a calculé le nombre de regards, de postures, on a fait de l'autoconfrontation, et la personne, l'aide-soignante, elle dit ça, elle dit, il y a une concurrence entre moi et le robot. C'est mon ennemi, en fait. C'est mon concurrent. Elle le regarde tellement en souriant que j'ai l'impression que sa relation avec Paro est plus importante que la relation qu'on a nous ensemble, ce qu'on avait fait. Mais d'un autre côté, il y a un dilemme, parce qu'elle voit ce que ce petit robot apporte à cette personne âgée. Moi, je suis attendri quand il me regarde avec ses yeux. J'aime bien la voir, c'est la personne âgée avec lui, parce que tu sens qu'elle apprécie. Mais moi, je ne sers pas forcément à grand-chose. Parce qu'effectivement, on voit que toutes les relations, tous les regards, toutes les interactions se créent entre la personne âgée et le robot. Elle est à côté. Elle n'existe plus. Or, elle va aller charger, elle va aller nettoyer ce robot, qui a une utilité dans la vie de cette personne âgée, dans le bien-être de cette personne âgée. Et donc l'idée, vous voyez, c'est aussi comment, pas seulement concevoir un outil, mais comment l'intégrer dans une activité existante. Et là, toute l'idée, ça a été aussi de repenser aussi la façon dont ce petit robot pouvait être un médiateur, pas un concurrent, mais un médiateur entre la personne âgée et l'aide-soignante pour pouvoir recréer du lien à trois par ce petit robot. Donc reconcevoir une relation, former, réfléchir ensemble. La deuxième chose qui est intéressante, c'est ce qu'on se dit nous, c'est que l'outil, ça peut être aussi un révélateur de l'activité. Ce qui est invisible redevient visible, amplifie un peu grâce à l'outil. Et là, c'était un travail gris qui n'était pas du tout identifié, pas du tout appréhendé par l'organisation, par la direction, et de fait d'avoir travaillé sur ce petit robot, a montré ce qu'elle faisait en plus, et de revaloriser ce travail aux yeux de l'institution, et de donner de la reconnaissance aux aides-soignantes pour montrer encore qu'elles ne font pas qu'un travail, entre guillemets, de technicienne. Donc l'outil, ça peut être aussi pas seulement un moyen de réalisation de travail, mais un moyen de réflexion, de réélaboration du travail. Voilà. Et je terminerai, vraiment, voilà. Et pour dire que des technologies insoutenables, quand elles contribuent à intensifier le travail, c'est-à-dire qu'elles imposent des efforts supplémentaires pour accomplir les tâches, parfois à contre-courant des logiques professionnelles, quand elles contribuent à dévaloriser ce travail en imposant des pratiques et des critères contraires aux règles et aux valeurs de métier, quand elles dépossèdent l'individu de ce travail en s'appropriant le cœur du métier ou de l'activité, tout en négligeant les besoins réels des salariés, on l'a vu dans les exemples, ou encore, malheureusement, je n'ai pas eu le temps de vous le présenter, mais quand elles participent aussi à l'invisibilisation et à la supervision excessive du travail, c'est-à-dire que l'individu n'arrive plus à savoir, encore une fois, je disais, cette hybridation de compétences, à quoi elle contribue, quelle est sa plus-value dans un travail qui devient complètement invisible, dématérialisé, intangible. Et on va créer plein d'indicateurs faux pour pouvoir rendre compte de ce travail. Et du coup, une technologie soutenable serait quoi?
eh bien, c'est des technologies qui ont du sens pour le salarié, c'est-à-dire qui s'intègrent et qui correspondent aux besoins des salariés, mais aussi qui donnent du sens à leur activité, c'est-à-dire qui s'incarnent dans cette activité, qui permettent à l'individu, qui sont un peu le prolongement de l'activité, des pensées, de la vision du travail de l'individu, qui développent aussi de nouvelles compétences. Et là, il faut des conditions éthiques, c'est-à-dire tout ce qui est lié finalement à ce que j'expliquais sur l'explicabilité, sur des biais, sur une conception qui prend en compte aussi des données du travail du métier, sur des conditions déotiques, c'est-à-dire qu'il faut que ça s'intègre à des pratiques professionnelles mais collectives, on ne travaille jamais seul, donc il faut voir aussi comment ça s'intègre dans un ensemble humain, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, voire plus grand que le seul utilisateur, et qui redéfinit des règles de travail, des technologies durables et soutenables, et acceptables, c'est-à-dire que ces technologies, elles ne sont pas pensées une seule fois pour s'adapter à un seul moment. On évolue dans un parcours professionnel, on évolue par rapport à des besoins, on évolue aussi par rapport à des conditions, et donc les technologies doivent être aussi assez souples, assez flexibles pour s'adapter, s'ajuster à l'évolution du travail et du parcours de l'individu, de ses besoins. Et puis, dernière chose, est-ce qu'on a évoqué là aussi dans ce dernier exemple, il y a vraiment une démarche d'intervention, une co-conception, intégration à l'activité, où bien sûr il y a une démarche participative, mais aussi l'outil peut être un prétexte à repenser le travail d'avant pour mieux penser le travail d'après. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette conférence, Marc-Éric. Je pense que maintenant nous avons tous envie d'être psychologues du travail. Et je vais donc demander à l'assistance s'il y a des questions. Il y en a, j'en ai. Merci pour votre conférence. Alors, s'il y a quelque chose que moi j'ai retenu, c'est j'ai l'impression que les gens ont moins de confiance en eux qu'autrefois. Et puis, vous avez fait remarquer que l'estime de soi dans le travail, si vous avez plus de travail, que vous vous retrouvez au chômage, c'est la catastrophe. Donc, moi, je crois qu'il faut apprendre aux gens à s'estimer très tôt. Alors, moi, je dis aux gens, mais vous avez une valeur inestimable, vous êtes unique de par vos chromosomes et vos gènes, donc comme tout prototype, vous avez une très grande valeur. Et c'est tout simple à dire, et puis c'est logique, enfin il me semble, parce que dans tout ce que vous avez dit, pour pouvoir dire non, tenir tête à quelqu'un ou à une machine, il faut s'estimer, il faut avoir de la confiance en soi, et puis pas avoir peur de dire non, moi je pense ça, etc. Mais, alors moi j'ai eu la chance, j'ai eu un père qui m'a donné de l'estime de moi toute petite. Et donc, ce qu'il y a, et puis, en fait, quand vous osez dire je pense ça vous entretient votre estime de vous, si vous voulez. Parce que, oui, là, moi, je me suis rendu compte que l'ordinateur qu'on nous a collé dans les mains au début, là, qu'il y a eu Internet et tout ça, ça nous a donné plus de boulot. Alors, c'est pas tout à fait logique. Oui, mais en même temps, si vous n'aviez pas l'ordinateur, je ne sais pas si on pourrait encore travailler, quoi. On est très dépendant vis-à-vis de ces outils. Et comme les messages, on est pollué par ces messages, mais le jour où vous ne recevez plus de messages, commencez à vous poser des questions, dire est-ce que j'existe encore? Est-ce que j'ai une place dans l'entreprise? Et puis une dernière chose sur l'estime de soi, c'est là peut-être on a une divergence de point de vue. Je pense que cette estime de soi, ça peut être soit effectivement une caractéristique individuelle, mais je pense qu'elle se construit aussi par et au travers justement de ce collectif qui permet d'asseoir une position commune et de faire front face à une organisation qui est de plus exigeante et qui demande des sacrifices, des investissements, des engagements. Et où parfois on se sent, nous, plutôt responsables, ou on culpabilise de ne pas y arriver. Sauf que quand vous discutez avec les autres et que vous voyez qu'ils sont, eux aussi n'y arrivent pas avec les outils qu'on leur a donnés, c'est pas moi qui suis incompétent ou qui suis faible ou qui n'ai pas de courage d'aller vers ces outils, c'est que finalement ces outils perturbent, fragilisent le travail, on est tous confrontés à la même chose et donc on peut s'opposer et dire non collectivement et on sera plus attendu. Ça nous redonne aussi une légitimité dans cette alerte et cette vigilance qu'on adresse à l'organisation sur ces dispositifs. Mais seul, c'est effectivement, je pense que dire non tout seul, c'est beaucoup plus difficile de le faire, déjà s'affirmer dans une organisation et se faire entendre que collectivement. Voilà. J'ai une question parce que dans mon cas, moi je travaille dans les assurances et nous, concrètement, on a des outils qui changent tous les mois, voire tous les 4 matins.
et des strates hiérarchiques qui augmentent. Mon N+1 n'était pas... Enfin, bref, j'avais... Il y avait une strate où mon N+1 est passé N+2, etc. Donc en fait, il augmente dans la hiérarchie. Il y a plus de budget pour la hiérarchie, mais beaucoup moins pour le collectif, on va dire. Et on nous met des durées moyennes de traitement très précises, avec des... mets dans le Excel combien de dossiers tu as traités, très peu de retours humains, et ils osent, c'est le plus beau, faire des reportings de PowerPoint en disant « Nous n'avons pas les moyens de mettre des meilleurs outils, donc débrouillez-vous, mais nous ne manquerons pas de mettre de nouveaux managers à l'année prochaine. » Enfin, c'est des phrases un peu comme ça, et puis débrouillez-vous. Enfin, voilà, c'est des choses où en fait, donc je pense qu'à terme, pour nous soulager, ils ont mis de l'IA sur justement les mails, un peu comme vous expliquez au niveau bancaire, pour les questions faciles. Mais je vois derrière tout ça qu'il y a une déshumanisation criante du monde du travail et de ce que je vis. Et puis oui, je passe aussi mon temps dans des réunions inutiles où le manager dit « Vous êtes d'accord avec moi ?» et on est obligé de dire « Oui, on est d'accord avec vous, monsieur le manager. » Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire. Merci pour votre conférence. Merci, parce que c'est exactement ce que nous, on voit dans d'autres organisations, et cette forme de déni du travail réel par rapport à ces indicateurs qui témoignent d'une performance et pas d'une qualité du travail, ce que réclament les salariés. Ce que je veux aussi montrer par ça, et montrer simplement Zoom, par exemple, qui était un usage effectivement de collaboration, où on est du travail d'équipe, c'est pas du collectif de travail, c'est du travail collectif, c'est-à-dire que les gens, comme vous dites, on est là simplement pour voir si ces indicateurs, les objectifs ont été réunis, mais on ne parle pas du travail, de ce qui ne va pas, de pourquoi ça ne va pas. Et là, simplement, pourquoi je mettais ça? Parce que pour contrôler, évaluer le travail et rendre visible ce travail qui empêche, Zoom a proposé un outil aux entreprises qui a très bien marché durant la crise sanitaire, qui était, voyez, de proposer à la fin de chaque journée de montrer combien de fois les gens s'étaient vraiment connectés aux réunions pour vérifier qu'ils travaillaient bien en réunion, mais surtout de donner, par rapport à des indicateurs quantitatifs, le nombre de fois que la personne a pris la parole au cours des réunions. Et avec l'IA, on peut même aller plus loin, c'est-à-dire de dire, quand elle a pris la parole, est-ce qu'elle a dit des choses intéressantes? Donc c'est des outils aussi qui donnent à voir un travail qui est invisible, mais qui donnent aussi à rendre comment tangible une réalité qu'on n'arrivait pas à appréhender autrefois. Sauf que ce n'est pas parce que je parle beaucoup dans une réunion comme je le fais que je dis des choses intéressantes. Enfin, j'espère pas, hein, mais là, j'ai parlé beaucoup, mais j'ai peut-être, il suffit que je dise un mot. Et du coup, ces indicateurs, c'est des indicateurs qui, effectivement, ne sont pas du tout adaptés à la réalité du travail et qui, encore une fois, rendent une méfiance de la part des salariés qui dit on ne reconnaît pas mon travail, il y a un déni de mon travail réel. Et comment, derrière, du coup, on voit les stratégies des salariés. L'idée, ce n'est pas d'être reconnu, pas seulement d'utiliser l'indicateur, mais c'est de développer des stratégies pour pouvoir répondre aux objectifs de l'indicateur. C'est ça. Et là, par exemple, on a fait une intervention dans une grande compagnie pour justement comprendre ce travail hybride, ces nouvelles formes de travail. Et ce qu'on voyait chez les gens qui sont à l'extérieur, donc ils ont mis des indicateurs chez des téléopérateurs qui passent des messages qui répondent à des besoins de clients. Et donc là, c'est le tableau qui indique combien d'appels ont été pris, combien d'appels ont répondu favorablement, etc. Et puis, vous avez derrière les challenges entre individus où ils sont évalués. Vous savez, vous raccrochez, puis vous dites, est-ce que vous pouvez répondre à un questionnaire en ligne, téléphone, pour évaluer? Et là, les discussions collectives que les salariés ont, ce n'est pas pour améliorer leur travail, mais c'est les stratégies pour pouvoir inciter les personnes à venir répondre à leur questionnaire et à donner des bonnes notes. C'est ça, leur stratégie. Ce n'est pas de discuter sur le travail, c'est comment répondre en bien aux indicateurs. Et vous voyez le temps que vous perdez à faire ça, et c'est pas du tout, ça ne rend pas compte, encore une fois, du vrai boulot. Donc je vous rejoins totalement dans ce que vous disiez. Merci pour cette excellente présentation que vous nous avez faite ce soir. Ça a été vraiment un beau 360 de ce qu'on peut vivre, nous, en tant que professionnels au quotidien. Je suis responsable QSE et je suis également manager. J'ai pu voir au cours des années mon métier évoluer, que ce soit avec les assistances robotisées, comme vous avez montré, avec les exosquelettes. Mais aujourd'hui, ce qui m'inquiète le plus, c'est des systèmes qui me sont rendu obligatoire de copilote pour rédiger des mails, mais aussi évaluer mes collaborateurs.
La dernière contemplation de cet outil, c'est de voir que les fiches d'entretien individuel et d'évaluation professionnelle retravaillent l'intitulé de poste sans qu'on puisse interagir avec l'outil. Donc vous avez une rédaction IA qui reprend ce que moi j'ai tapé dans l'indicateur commentaire et qui le reformule sans que je puisse mettre des subtilités ou indiquer des exemples, il les supprime. Donc en fait, tout ce qui pourrait enrichir et donner en traitement derrière aux RH qui vont devoir gérer le système, donner des ressources, planifier les formations ou donner des plans de carrière, moi je m'interroge jusqu'où ça va aller. C'est juste, dès qu'on est en dehors de la case, c'est exactement ça. Donc oui, ça donne de la qualité, oui, ça propose, ça peut aider, ça remplit une partie du système. Que va-t-on mettre en place pour équilibrer ce système? Moi, c'est surtout ça la vision et la stratégie que les entreprises aujourd'hui, ils ont déployé de manière extrêmement massive à tous les niveaux, c'est-à-dire même pour répondre au chatbot de nos clients qui nous appellent, que ce soit par Internet ou par prise téléphonique. Ce sont des chatbots qui prennent et ensuite, c'est délégué et on reçoit la fiche du technicien, intervention rue de Rivoli, le client n'a plus de froid, etc. Vous devez faire ça, ça, ça. Et on a même les étapes de la procédure à suivre. Et derrière, on a le manager qui vient et qui lui dit « Bon, ben, tu as fait 36 interventions, tu as mis plus de temps que prévu, et puis là, tu as mis des commentaires. La machine n'a pas compris ton commentaire, mais elle a juste mis qu'il y avait pièces manquantes et puis qu'il faut replanifier et que ça a coûté plus cher l'intervention auprès du client. » Donc moi, je vois tout ça avec une prise de hauteur et je m'interroge surtout sur à quand une partie où on a cette capacité, nous, en tant qu'humains, de diriger directement l'IA et non plus d'algorithme à algorithme, c'est-à-dire j'intègre des paramètres, mais à un moment, on doit pouvoir avoir une case et dire stop, je reprends la main, je redécide, je suis dans l'aptitude et la décision et tout ce que vous avez montré, c'est la synthèse, c'est où est ma valeur ajoutée en tant qu'humain dans le système. Merci pour ce témoignage, parce que je trouve qu'il rend compte bien de l'autre versant de la réalité de l'usage de l'outil. C'est un Janus à deux têtes, quoi, qui peut, quand on le fait, nous, tous les jours, on voit l'aide que ça nous apporte et pour améliorer des textes, pour trouver des idées, enfin tout ça. Et l'autre versant, c'est ça, c'est-à-dire que ça rabaisse quand même et ça standardise. Quand vous dites, je ne peux pas mettre de moi un style particulier, des singularités, des spécificités qui, à la fois, me permettent de me singulariser dans quelque chose, mais aussi d'apporter une plus-value dans ce que je souhaite. Et ça vous rabaisse à un niveau où tout le monde pourrait faire pareil, presque. Donc on voit aussi que c'est une des formes, peut-être, alors je ne dis pas ça, mais de rabaissement d'une compétence pour aussi gérer plus facilement l'interchangeabilité des personnes. Parce que du coup, quelle est l'expertise si tout le monde peut faire le métier avec un outil à un niveau qui prend en charge? Et pour répondre à votre question, comment lutter contre... Alors c'est ce qu'on essaie de faire, alors, je ne dis pas qu'il suffit qu'à y a con, c'est très difficile, et voilà. Mais nous, c'est ce qu'on essaie de faire à la demande quand même de ceux qui conçoivent l'outil à l'origine, c'est-à-dire de dire, voilà, on sait que si on le fait mal, on le conçoit mal, il sera mis de côté, il ne sera pas utilisé, surtout pour des processus dangereux. Et nous, dans les principes qu'on commence un peu à développer par nos recherches, c'est un peu ce que vous évoquez, c'est-à-dire donner la main à un moment donné à l'utilisateur et avec le concepteur pour réajuster l'outil par rapport à mes besoins, c'est-à-dire qu'il me donne davantage de marge de manœuvre, qu'il prenne davantage en compte mon expertise ou qu'il s'ajuste davantage à mon savoir-faire pour pouvoir accompagner, parce qu'à un moment donné, il sera délaissé. Et dernière chose, il y a une étude de MIT qui a montré que sur ces fameux projets d'IA générative qui sont les plus développés, les plus acceptables, puisqu'on l'utilise de manière un peu en loose day, nous-mêmes, sans que ça soit officiel, mais voilà, sur 295 projets qui ont été menés d'IA générative par des entreprises, repris par les entreprises et imposés avec leur vision du travail, c'est exactement ce que vous dites, ils veulent reprendre la main sur le travail, c'est ça, moi je le vois. 95% d'échecs. Les gens n'en veulent pas. J'utilise une IA quand je peux la mettre à ma main, à ma patte, et je dis ce que je veux faire, et je stoppe. Mais quand elle m'est imposée avec ce que vous disiez exactement, ça ne marche pas. Je n'en veux pas, et c'est stoppé. Et derrière, des investissements. Et là, je retrouve ce qu'on a vécu, nous, il y a 15-20 ans. Je pensais qu'on allait arriver en disant « Ah, enfin, ils vont revenir, les spécialistes des sciences du travail, pour dire on va essayer de concevoir des choses un peu raisonnables et développer par rapport à l'activité. » Et là, il y a la vague IA, la vague robot qui arrive et qui revient un peu dans cette vision un peu descendante et condescendante. On dit « Vous vous adaptez, vous prenez et vous exécutez. » Ils vont les reprendre dans 3 ans, ça va revenir quand il y aura des investissements qui vont tomber, qui seront cramés, ça va pas aller.
Merci beaucoup pour la conférence. Euh, c'est très enrichissant, même les échanges qu'on a sur ces questions-là. Moi, je suis un peu du mauvais côté, je vais dire, parce que je suis architecte solution logicielle. Et aujourd'hui, en fait, de plus en plus, on est, même côté développeur ou conception de ces logiciels, de plus en plus, on est sur des solutions qui sont limite conçues par l'IA. Moi, dans ma manière de développer les logiciels, donc typiquement dans votre discours, ce que je vois, on nous demande de standardiser parce que nous, on a un workflow, il faut que ça rentre dans une case. Ça me facilite la vie que moins on personnalise, mieux ça va. Mais j'essaye quand même d'essayer de mettre, d'intégrer l'humain dans le développement, de me mettre à la place de la personne qui va utiliser l'outil. Des choses qu'on nous demande de plus en plus parce qu'en mettant en place ces logiciels, donc moi je conçois le logiciel, et donc on a des objectifs de productivité parce que lorsqu'on vend le logiciel, on dit à l'entreprise que vous avez gagné 20% de productivité. Sauf qu'en fait, on se rend compte aujourd'hui que ces logiciels-là qu'on met en place, les personnes ne l'utilisent pas forcément. Une des questions sur lesquelles je travaille aujourd'hui, c'est typiquement comment utiliser donc, ces solutions IA pour favoriser l'adoption des logiciels. Par exemple, en y intégrant donc, un copilote, en intégrant un assistant qui va prédire les clics que les personnes vont faire. Et on a des solutions aujourd'hui qui permettent aux personnes, donc l'entreprise, on va déployer un logiciel, on a un assistant et chaque individu va pouvoir personnaliser, donc le logiciel va apprendre de la manière dont vous travaillez. Et des choses que je vois, moi, qui arrivent après, donc, sur lesquelles on travaille déjà aussi, c'est de pouvoir, par exemple, voir la personne qui s'est mieux approprié l'IA, et donc de créer des profils types et de redistribuer ces profils. Par exemple, une personne qui travaille depuis 20 ans dans l'entreprise, qui connaît tous les process, etc. Une nouvelle personne qui arrive, on ne va pas demander à la nouvelle personne de former l'IA, on lui balance la formation qui a déjà été faite par la personne qui a mis en quelque sorte sa manière de faire, son savoir-faire dans le logiciel. Et donc c'est des choses que je vois arriver aujourd'hui. Est-ce que vous aurez des conseils typiquement sur comment est-ce que je peux, dans la manière au départ de concevoir ces outils, d'intégrer l'humain un peu plus, de prendre en compte les retours. Donc aujourd'hui, on a des cycles de développement qui sont très longs. Par exemple, je travaille sur un projet actuellement dans l'aérospatial, donc il y a des contraintes très fortes. Et entre quelque chose que je développe et le temps que ça arrive en production, que la personne utilise, il se passe 9-12 mois parfois. Et du coup, ça m'arrive très souvent de mettre en place une solution. Et puis quand ça arrive sur le retour que j'ai, c'est que la personne, j'ai pas demandé ça, personne ne l'a demandé. Sauf que, et du coup, j'ai un peu de mal à retrouver comment prendre en compte ces retours-là, en fait. C'est très simple, je vais vous donner une solution, c'est de venir assister au cours du CNAM, en ergonomie ou dans mon cours à moi, les collègues, ils travaillent justement sur ces questions-là. Et vous aurez toutes les réponses en cours du soir, accessible et pas cher, et voilà. Oui. Non, mais oui, vraiment, parce que là, je pourrais pas. Mais... Bonsoir, merci beaucoup. Moi, je vais donner une petite note, un témoignage, une note d'espoir dans tous ces tracas. Moi, j'ai un background d'informaticien pendant des années. J'ai conçu des solutions, j'ai été manager aussi dans l'informatique. Et aujourd'hui, en fait, j'œuvre à retravailler les processus en humanisant les choses. En fait, je détricote un peu ce qui ne fonctionne pas et je suis mobilisé là-dessus en disant mais pourquoi à un moment donné, tel truc, ça coince. Et j'utilise l'IA et franchement, dernièrement encore, il n'y a pas 48 heures, on a abandonné un truc parce qu'on sait que l'IA ne va pas répondre. Donc il y a des espoirs quand même. Je veux dire, on n'est pas non plus... voilà. On s'est aperçu que finalement, ce qu'on voulait faire par l'IA, ça ne marcherait pas. Voilà. Et en fait, mon boulot, c'est de remettre les gens entre eux. Donc j'entends tout à fait vos histoires de collectif parce que pour moi, c'est très parlant. En fait, comme c'est cloisonné aujourd'hui, on arrive à avoir même des activités, des organisations de travail qui sont cloisonnées, ou même, je dirais, les gens ne se rencontrent plus. Moi, je fais en sorte justement qu'ils se rencontrent pour qu'ils parlent de leur travail, pour que justement après, quand on construit quelque chose, on a pris en compte en fait et du coup, ça change tout parce que les solutions sont beaucoup plus. Alors, des fois, il y a de l'IA, des fois, il n'y en a pas. Mais en tout cas, moi, c'est l'espoir que j'ai, c'est de travailler ça. Alors, je pense qu'on n'est pas beaucoup peut-être à faire ça, mais franchement, ça change tout parce que l'intérêt, la motivation, enfin, ce que vous décriviez, le collectif est complètement transformé. Et en tout cas, dans les solutions, on peut effectivement avoir des outils informatiques. Je parle de connaissance de cause, ça fait 30 ans que je suis dedans,
qui sont en soutien et pas en soumission, en fait, parce que c'est ça le truc. C'est en quoi mon outil va m'aider sans me dépasser et sans non plus me traîner un boulet. Ouais. C'est vraiment l'équilibre à trouver. Exactement. Et en fait, on construit, en tout cas, moi, c'est le discours que j'ai, c'est construisons des choses où, à un moment donné, c'est pas la peine de mettre de l'informatique partout. Il faut peut-être mettre de temps en temps un petit peu d'humain parce que c'est peut-être là que ça va se trouver la solution. Voilà. Donc c'est un témoignage d'espoir. Je ne sais pas si on est beaucoup comme ça, mais en tout cas, voilà. Bah, sachez qu'il y en a au moins un qui fait ça. Voilà. Je crois que, voilà, pour moi, la technologie n'est pas une fin en soi. D'ailleurs, nous, quand on mène des projets technologiques, on est d'abord sur une réflexion, comme je disais, sur le travail d'avant. C'est-à-dire que la technologie dévoile un travail d'avant qui ne fonctionne peut-être pas, déjà mettre en place les conditions pour améliorer ce travail et avoir après, si l'outil est vraiment nécessaire, peut-être qu'on n'en a pas besoin, mais on a amélioré. Je vais vous donner un exemple, là on est au ministère de la Justice, et vous avez, alors, c'est enregistré, donc je suis un peu embêté, il faut que je ne peux pas tout dire. Comment je dirais si, ben, voilà. Vous savez que, je parlais de technosolutionnisme, vous avez des procureurs des magistrats qui rencontrent une grande difficulté du fait qu'ils ont plein de dossiers à traiter et qu'il y a de longs temps de traitement de ces dossiers pour les justiciables qui ne sont pas acceptables. Donc il y a vraiment aussi une difficulté d'assumer et après de faire des choix. Est-ce qu'on prend plus de temps pour traiter ces dossiers, mais si on prend plus de temps, il y a une limite pour juridique, quoi, enfin temporelle pour pouvoir traiter les dossiers, ou alors on va vite, mais on peut aussi traiter un peu superficiellement. Donc c'est pas facile. Et donc vous avez des ministres qui disent, c'est simple, on va mettre de l'IA. On va mettre de l'IA pour pouvoir accélérer la procédure et améliorer tout le travail. Sauf c'est déjà méconnaître le travail que font les gens. Et moi j'en viens, alors c'est pas seulement au ministère, mais aussi dans toute autre entreprise, c'est que mais ça permet le travail qu'on fait au ministère m'a permis de comprendre ça, c'est que c'est comme une maison, si vous voulez, avec des fondations. Si les fondations sont pourries, si vous rajoutez un nouvel étage, la maison s'écroule. Et l'IA, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous voulez mettre de l'IA pour cacher tout ce qui ne va pas, repauliner, en disant ça va tout améliorer, mais derrière, il y a des problèmes de conditions de travail, d'organisation du travail, de relations, de collectifs, ou d'outils déjà existants qui ne marchent pas. Ce qu'on appelait, nous, les irritants. Et les gens se battent avec ces outils. Et en fait, si vous remettez une nouvelle technologie l'IA, ça va encore amplifier les problèmes, parce qu'ils devront gérer. Alors, ce qu'on se dit, nous, on va déjà gérer les problèmes qu'il y a, et que l'IA montre aussi les problèmes de coordination avec d'autres services, et après, on pensera après à l'outil. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment aussi des enjeux comme ça. Je me retrouve tout à fait en disant, voilà, pensons déjà, travaillons ensemble, et de voir l'outil qui n'est peut-être pas une fin en soi, mais un outil possible. Exactement. Merci beaucoup pour votre intervention. Donc on voit bien effectivement que c'est un problème de société et je ne sais pas si on peut faire le parallèle par exemple avec le harcèlement moral qui donc est devenu un délit dans les années 90 grâce à des actions de psychologues, voire d'une psychologue, je crois que c'était Madame Irigoyen. Est-ce que, donc, d'où ma question, est-ce qu'il y a des interventions qui peuvent être menées d'un point de vue global au niveau politique gouvernemental, qui peuvent faire changer les choses, mais de manière globale? Et est-ce que certains pays sont plus avancés que la France sur ce point de vue? Donc sur le point de vue des transformations du digital et de l'accompagnement. Oui, alors il y a un grand plan qui était plus au niveau européen qui s'appelait l'industrie 4.0, qui était là plutôt pour l'industrie, mais ça allait se développer aussi aux entreprises. Comment essayer d'accompagner les transformations technologiques dans les industries qui étaient les leviers de performance économique face à la concurrence des pays ou à l'innovation. Donc ça passait par les technologies. Et donc ils sont allés massivement, et puis à un moment donné, donc c'était les robots, c'était la réalité virtuelle, c'était l'IA dans les industries, etc., développer à fond l'industrie 4.0 ou l'industrie du futur. Et ça, c'était un projet européen qui était un petit peu à l'origine orienté par l'Allemagne pour après définir un grand cadre d'organisation et de réflexion. Et puis à un moment donné, ils se sont dit, mais on a oublié quelqu'un quand même. On pense aux technologies, mais on a oublié les utilisateurs finaux, quoi. L'activité, donc concevoir pour qui et pourquoi, ça, ils n'avaient pas du tout envisagé. Et donc, ils ont remis en place ce qu'on appelle l'industrie 5.0,
qui est là, réconcilier l'humain et les technologies. Donc cette fois-ci, essayer de concevoir dans cette optique de dire il faut associer le salarié, connaître son activité, construire aussi un futur acceptable pour eux, construire le travail de demain avec eux, etc. Donc il y a des plans qui existent comme ça, d'une part, et puis par ailleurs, normalement, dans chaque organisation, alors j'ai plus en tête les règles, mais chaque fois qu'il y a une transformation digitale dans une entreprise, vous avez le CSE ex-CHT qui doit être saisi pour pouvoir aussi accompagner et porter et éventuellement alerter sur les risques sociaux, humains, organisationnels. Donc il y a des moyens, mais faut-il encore les mobiliser? Et oui, donc j'ai le plaisir de travailler au CNAM à l'EPN 13, donc avec les équipes de psychologie, d'ergonomie et tout ça, et je trouve ça hyper intéressant. C'était juste une petite remarque, j'aurais bien aimé que du coup toutes ces réflexions soient aussi posées au sein du CNAM même, c'est-à-dire de faire une analyse aussi de notre activité pour pouvoir... on les porte et on est aussi contre un peu cet absolutisme technologique. Parfois en disant, voilà, simplification administrative, il suffit que de mettre de la technologie, par exemple. C'est peut-être vraiment autre chose. Voilà. Non, c'est une excellente remarque de Colin Paita et véritablement, c'est dans le schéma directeur responsabilité sociétale. L'idée, c'est quand on voit une conférence aussi intéressante, stimulante et impactante, c'est de pouvoir en faire bénéficier effectivement tous les collègues et de pouvoir essayer de trouver les bons canaux pour pouvoir informer nos collègues et peut-être une petite formation de micro-certification. Peut-être qu'il existe des micro-certifications exactement sur ce sujet. En tout cas, on voit qu'aussi on va aller plus loin. C'est simple, il suffit d'aller sur ces deux liens qui sont indiqués ici. Vous pouvez prendre en photo le temps que ce soit indiqué très prochainement sur le site internet du CNAM. Vous pouvez regarder de nouveau cette séquence qui a été enregistrée. Et vraiment, je remercie chaleureusement Marc-Éric Bobier-Chaumont pour sa venue ce soir et cette conférence absolument passionnante, ainsi que Pascal Hurtel qui a organisé l'ensemble des conférences des jeudis du CNAM et François Auda qui est ici et qui a organisé l'ensemble de la logistique. Merci à toutes et tous et à bientôt, à jeudi prochain. Merci.